à ce niveau-là. Donc, c'est pas, j'ai calibré le nombre de questions. L'examen est déjà fait, j'ai calibré le nombre de questions en conséquence. Donc, ça se peut que ça soit peut-être entre 5 et 10. Là, je disais 8 et 10 vrai ou faux. Ça va peut-être être entre 5 et 8 juste pour commencer à vous préparer. Mais puis pensez à une chose, c'est un examen qui vaut 10% de la session. Donc, il faut relativiser la note que vous avez. Si vous avez 50%, c'est 5 sur 10. Si vous avez 20%, c'est 2 sur 10. Il manque juste 8 points à la session, donc vous partez à 92 au lieu de partir à 100. Il faut relativiser. Il ne faut pas le mettre en absolu et dire « Ah, j'ai eu 62%. » Mais ça fait 6,2 sur 10. Là. Fait qu'il faut pas, c'est parce que j'ai tendance à essayer avec les étudiants, il y en a qui ont, je ne veux pas amener cette espèce d'anxiété de performance-là. Le résultat, ce n'est pas un absolu. C'est pour ça que je pense que l'examen est sur 84% ou 78 points ou 84 points. Donc, après ça, je ramène ça sur 100, mais l'examen vaut 10% de la session. Donc, on se calme, on ne capote pas, on se tient. Il faut toujours le voir de cette façon-là. C'est sûr que l'examen final qui vaut 30% a une conséquence un peu plus grande. On en est conscient, mais les premiers examens, je ne mettrai jamais 25 ou 30% sur les premiers examens. C'est 10%, fait que ça vous donne comme une préparation. Ça va pour tout le monde? Yes, good. Fait que à la pause, je vais vous mettre les questions, juste à voir un peu comment c'est formulé, comment c'est fait. Là, je travaille de cette façon-là. Ça va vous permettre de... Évidemment, pensez qu'il va y avoir une plus grande mise en situation. La dernière question, ça va être une plus grande mise en situation. Donc, mais compte tenu des connaissances que vous avez acquises jusqu'à maintenant. Donc, durant les 5 cours, donc vous allez avoir c'est une grande mise en situation, mais qui va refléter un peu toutes les connaissances qu'on a vues. Donc, jusqu'à aujourd'hui, évidemment, là, aujourd'hui étant inclus dans l'examen. Donc, puis comme je vous dis, l'examen est calibré pour durer 2 heures, donc ça ne vous prendra pas 2 heures et demie. Évidemment, ceux qui sont au service adapté, vous avez soit 50% ou 40% ou 30%, peu importe les conditions qu'ils vous ont données. C'est le même nombre de questions. Il n'y a pas 2 examens, un pour les services adaptés puis un pour ceux qui sont au service normal, disons ça comme ça. Mais c'est le même examen, donc vous avez le temps nécessaire. Ce que je vais faire, c'est que pour ceux qui commencent au service adapté, donc à partir de 7 heures, donc pour les quelques étudiants, je vais mettre à votre disposition l'examen. Et pour ceux qui commencent à 8 heures, vous allez avoir l'examen en fichier Word. Donc, vous pourrez télécharger l'examen dans votre ordinateur, faire l'examen et ensuite de ça, le téléverser. On va parler en bon français. L'Office de la langue française du Québec nous a permis de faire ça. Donc, vous allez uploader l'examen dans la boîte de réception mis à la disposition pour l'examen. Oui, Myriam? Comment j'ai accès au service adapté? Est-ce qu'il faut que j'aille dans les locaux des services adaptés pour faire l'examen puis que je me connecte là-bas ou je peux le faire à la maison? Écoute, il faudrait que tu poses la question. À mon humble avis, tu as le choix, je pense. Soit que tu le fais à la maison dans les mêmes conditions, c'est-à-dire que tu as accès à la condition que les services adaptés ont donnée, ou tu peux te rendre là-bas, je ne sais pas. Je vais être honnête, le cégep est réouvert depuis vendredi, donc théoriquement, tu aurais le choix de te rendre dans les locaux ou de le faire à la maison. D'après moi, c'est comme tu le sens, mais renseigne-toi pour être certain. OK, c'est bon. Merci. Surtout que c'est bienvenue. Ou surtout, c'est un examen à livre ouvert, donc on n'a pas besoin d'une surveillance, là, de dire est-ce que vous copiez, est-ce que vous faites des choses qui ne sont pas correctes, là. C'est pas dans cette optique-là. Donc, le cours d'aujourd'hui, on y va. Attendez un peu, je vais au moins faire le partage de ça ici. Partager. Voilà. Donc, aujourd'hui, cours 5, 28 septembre 2020. Déjà rendu en septembre, là, le ministre va nous mettre Montréal et Québec en région rouge. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne. On va commencer par les modèles. Écoutez, là, j'ai mis comme une panoplie de modèles. J'ai mis du Nitron, j'ai mis du Signa, j'ai mis du Widex, j'ai mis du Starkey, j'ai mis du Oticon, j'ai mis du Phonak. J'ai mis comme ce qu'on retrouve, il manque, je pense, Bernafon puis Sonic Innovation, je pense, là, dans le lot, là, mais je pense qu'on a à peu près tous les modèles possibles et inimaginables. Évidemment, chez Starkey, ce que je n'ai pas mis, on retrouve maintenant un intra rechargeable. Ah oui, en passant. Plusieurs m'avaient demandé, je vous ai placé la conférence qui est en anglais d'Oticon dans les ressources. Je vous avais averti la semaine passée, ceux qui voulaient l'écouter, ça dure 1 heure.
Je vous ai donné aussi les instructions pour vous inscrire pour la conférence d'Unitron de cette semaine. Ceux qui veulent s'inscrire, je pense que c'est aujourd'hui, demain et après-demain. C'est lundi, mardi, mercredi. J'ai parlé avec Phonak qui ont donné une conférence. Ils pourraient vous la refaire. Là, je vais essayer de voir peut-être qu'on trouve peut-être un moment. Jacques est prêt à vous redonner la conférence parce que je n'ai pas accès au PDF ou à la conférence enregistrée. Donc, on essaiera peut-être de se trouver un moment là. Parce qu'il faut comprendre qu'on a l'examen la semaine prochaine. Après ça, on tombe avec le lundi de l'Action de grâce. C'est la semaine de relance. Donc, nous, on va se revoir que la semaine suivante, qui est, je pense, le 19. Donc, on va essayer de voir par la suite là, si Phonak ne pourrait pas nous faire la conférence sur Paradise. Ça pourrait être intéressant. Puis, tous ceux avec lesquels j'aurai accès, des présentations enregistrées, je vous la ferai parvenir. Je vous la mettrai dans les ressources. Fait que vous l'écoutez. Il n'y a pas de question d'examen en passant. Donc, vous n'êtes pas obligé d'écouter la conférence. C'est intéressant parce que ça nous donne les nouveautés. Il n'y a pas d'obligation, mais puis il n'y a pas de question d'examen. Donc, ne vous inquiétez pas, là, je ne reviendrai pas sur... Dans la conférence de machin, il s'est dit telle affaire. Surtout qu'il y en a qui sont en anglais, puis je peux comprendre que certains d'entre vous ont peut-être moins de facilité avec l'anglais. C'est compréhensible. Habituez-vous, par contre, parce que ça se passe à 80% en anglais, mais il n'y aura pas de questions. Ça va être vraiment sur la matière, parce que c'est ce que je suis capable de contrôler. Donc, aujourd'hui, on va voir au niveau des modèles de prothèses auditives, on va voir les gammes de prothèses également. Donc, on va commencer par les plages d'ajustement. Tous les manufacturiers, dans tous les logiciels, dans tous les... on va le retrouver chez Noah, mais lorsque vous fouillez, par exemple, lorsqu'on a accès au modèle de prothèse auditives, ils vont toujours nous suggérer une plage d'amplification. Un peu comme on voit à droite sur la diapositive. C'est-à-dire que, évidemment, ils ne mettent pas d'audiogramme. Là, il y a un audiogramme dessus, mais ils vont mettre toujours une zone qui va être plus ombragée, qui va être soit de couleur grise, soit de couleur rouge ou de couleur bleue. Donc, en fin de compte, ce que ça veut dire, c'est que si votre audiogramme entre à l'intérieur de cette zone-là, ça veut dire que c'est un modèle qui va faire pour le type de surdité que vous avez. Donc, par exemple, dans ce cas-là, c'est quand même un modèle qui est probablement un modèle P ou un modèle SP, parce qu'on regarde l'audiogramme qui peut aller jusqu'à 100, 105 décibels, voire 110 à 2000 Hz. Donc, ça peut faire jusqu'à une perte profonde. Donc, ce n'est pas vraiment un problème c'est vraiment pas un problème par rapport à cette prothèse-là, mais dans d'autres cas, on va retrouver vraiment des plages d'amplification qui sont beaucoup plus petites dans le haut, et on va le voir avec les différents modèles qu'on va voir. Donc, dans le logiciel des manufacturiers, lorsqu'on rentre l'audiogramme dans Noah, puis lorsqu'on va dans le manufacturier, on est capable de simuler le choix de notre prothèse auditive. Évidemment, on a accès à la fiche technique. Il faut toujours se garder, ce qu'on a toujours dit, puis c'est toujours valide, une espèce de réserve de gain de 10 décibels. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on choisissait, par exemple, dans ce cas-là, puis je vais vous le montrer tout à l'heure, un modèle où on arriverait, l'audiogramme rentre là, mais tout juste, c'est que là, on risque d'être un peu trop serré. C'est-à-dire que si le patient trouve la prothèse pas assez forte, je ne suis pas capable d'en donner plus. Donc, il faut toujours au moins se garder. C'est ce qu'on appelle une réserve de 10 décibels, comme dans ce cas-ci qui nous est montré. On a une bonne réserve. Si jamais la surdité évoluait un peu ou si le patient voulait plus de puissance, on serait capable de lui en donner. C'est ce que ça veut dire lorsqu'on dit une réserve de gain minimale de 10 décibels. Donc, dans les modèles, on a ce qu'on appelle le contour d'oreille, le BTE standard, qui existe depuis qu'Alexandre Graham-Bell a inventé les prothèses auditives, là, pratiquement. Donc, les adaptations possibles, un embout auriculaire personnalisé, évidemment ce qu'on voit à l'intérieur de l'oreille, un coude ou un crochet filtré. Donc, moi, je suis de l'ancienne génération, je parle d'un coude, vous avez appris un crochet. C'est la même affaire. C'est coude ou crochet, là, c'est la même chose. On va l'avoir évidemment en format pédiatrique, donc puisque dans les contours d'oreille, on va avoir évidemment tous les formats pédiatriques. Les manufacturiers vont nous sortir toujours une gamme pédiatrique. Et les piles, la pile 10, 312, 13 et 675, évidemment, tout dépendant de la force de la prothèse auditive, la pile va être en conséquence. C'est plus rare des contours standards comme ceux-là avec de la pile numéro 10. On en voit, mais ce n'est pas fréquent. On voit vraiment avec de la 312, de la 13 et de la 675. Et évidemment, on va retrouver de la pile rechargeable qui font partie plutôt des caractéristiques particulières ou supplémentaires. Évidemment, directionnalité, le contour d'oreille, on retrouve tout dedans. On a de la place, il n'y a pas de problème, on ne fait pas de compromis sur quoi que ce soit. Donc,
directionnalité, contrôle de volume, bouton programme, télébobine, un télécoil, la connectivité directe, le rechargeable, l'entrée audio directe, télécommande compatible, masqueur d'acouphènes à l'intérieur, le Bluetooth, évidemment, pour la connectivité directe ou via une application, pas une application, mais l'interface de communication, les applications, les modifications cross, bicross qu'on peut avoir. Vraiment, on retrouve toutes les caractéristiques particulières. Je ne vous parle pas des algorithmes, ça on va le voir après l'examen en venant de la relâche, là, mais on parle vraiment des caractéristiques qu'on peut retrouver dans ce type de prothèse-là. Et vous allez voir, plus on va changer de prothèse, plus on va aller vers des modèles plus petits, évidemment, plus les caractéristiques supplémentaires ou les adaptations possibles vont diminuer. Dans les plages d'ajustement possibles, comme je vous parlais d'emblée, voyez-vous, là, on a le S, le M, le P, le SP et le UP. SP étant super, S c'est soft, M c'est moderate, P power, SP super power et UP c'est ultra power. Certains manufacturiers n'ont pas le UP, d'autres ont juste le SP. Ils n'ont pas créé deux catégories dans les prothèses très puissantes. Et on voit dans le modèle S, par exemple, où le gain est plus soft, donc on voit, et on va voir souvent avec la catégorie Open. Open, c'est Rita, tube mince. Moi, comme je dis, je suis de l'ancienne génération, j'ai connu la mise en place des prothèses de type open, avec des tubes minces, on n'appelait pas ça Rita, ou les RIC, c'était la même chose, on appelait pas ça des RIP. Mais quand je vous parle d'open, pensez, ou d'appareillage ouvert, pensez à un Rita, avec le tube mince. Donc, c'est pour ça qu'on va voir dans le S, dans le M, par exemple, on va voir open, double, c'est le dôme, et donc un dôme double. Comme on a vu la semaine dernière, et l'embout, c'est l'embout auriculaire. C'est pour ça qu'il y a une légère différence en basse fréquence. Si on se rappelle, l'ajustement ouvert, évidemment, si on utilise un dôme très ouvert, un double dôme ou un embout, dans le cas, on a un intra, pas un intra, un contour standard. Donc, évidemment, c'est pour ça qu'on a comme des zones qui sont un peu différentes. Oui, Patrice? Oui, je pense que j'ai encore une petite confusion par rapport à Open. Open, c'est un RIT. Une RIT. Une RIT avec un dôme, est-ce que c'est open? Ça pourrait être open, effectivement. Oui, tout à fait. C'est que là, on est dans le contour d'oreille. Donc, le contour standard, quand on parle d'open dans le contour standard, on parle de RITA. Alors que le RIC ou le RIT peut être en open parce que le haut-parleur qui est dans l'oreille, on pourrait avoir un dôme ouvert et on aurait la configuration open également. Okay. Est-ce que c'est plus clair, Patrice? Pas tant, tu réponds pas vite. Oui, ça va. Oui. Je pense que oui, merci. Dans le contour, c'est que, puis on va le voir tout à l'heure, juste le modèle après, c'est le RITA, c'est-à-dire qu'on change le crochet pour mettre un tube mince. Donc, le contour peut se transformer en RITA. Donc, RITA, c'est Receiver in the Aid, puis le RIT, c'est Receiver in the Ear. Mais on pourrait avoir effectivement le Open dans les deux configurations, Patrice. Donc, et on le voit dans le M, c'est la même chose. On pourrait avoir Open, parce que rappelez-vous, dans le contour standard, on peut avoir un Open, mais rappelez-vous les embouts qu'on a vus la semaine dernière. Donc, on pourrait avoir un embout très, très ouvert aussi. On n'est pas obligé d'avoir un RITA. Le contour standard peut se transformer en ouvert avec un embout. On parlait des embouts IROS la semaine passée. Donc, ça va avoir une incidence. Oui, Patrice? OK. Je pense que j'ai trouvé la façon de mieux formuler. Open, est-ce que ça veut dire open ear? Oui, exact. Donc, l'oreille ouverte. Oui, tout à fait, exact. Merci. Bienvenue. Donc, et on voit évidemment dans les modèles SP et UP, on n'a pas de modification RITA ou de modification dôme, par exemple. Même dans le M, on parle d'open parce qu'on a quand même, si on regarde, on a quand même dans le modèle S, M et P, on a quand même des configurations qui pourraient se juxtaposer. Évidemment, dans le modèle SP, quelqu'un qui aurait une surdité à 30, 50, on n'irait pas avec un modèle SP, là, ça serait beaucoup trop fort. Là. Oui, Dave? Ben, c'était un petit peu ça ma question finalement, mais mettons, c'était quelqu'un qui, je sais pas moi, 50, 55 dB de perte, mais tu pourrais mettre en fait quasiment tous les écouteurs. Oui, on pourrait mettre tout. Le problème avec le S, tu risques d'être un peu trop serré avec ta réserve de 10 décibels.
Le M pourrait faire, mais normalement, la façon qu'on va le choisir, là, je vais être honnête avec vous autres, si on a une perte, mettons dans ce cas-là, il faudrait vraiment avoir une perte comme au centre de la zone la plus foncée. Mettons comme ici et ici, qui nous permettrait de choisir. Parce que, évidemment, on a une perte, mettons, on a une perte 30 à 50 décibels, par exemple. Ben, 30 à 50 pourrait faire avec le SP. Le problème avec le SP, c'est que ça va être une prothèse beaucoup plus grosse avec la pile 675. Le patient risque de te regarder de travers. Son critère numéro 1, c'est l'esthétique. Tu vas te présenter l'espèce de gros machin. Il va peut-être dire, sais-tu que tu me présentes une prothèse que j'aime pas, je vais aller ailleurs. Donc, c'est pour ça qu'on a plusieurs modèles. Le S, c'est vraiment pas une perte qui va être autour de peut-être 20, 25, aller à 40, 45. Le M, on va plutôt être à 30 à 50. Le P, ça va être 50 à 70. Puis le SP, ça va être vraiment du 75, 80 jusqu'à 100. On va vraiment, la sévérité de la perte va nous indiquer directement le modèle de prothèse. C'est pour ça que les manufacturiers vont en faire S, M, des fois P ou SP, là, mais c'est pas, on va vraiment avoir 3 modèles de prothèse. Et c'est pour ça que dans les haut-parleurs, dans les RIT ou dans les RIC, qui sont les mêmes, ou les TED, technologie de l'écouteur déporté, là, ça va être la même chose. C'est vraiment, comment je peux dire ça? C'est vraiment par rapport à la perte auditive. Là. Si les M, pas les M, les S, c'est soft, M, moderate, P, power, SP, super power, puis UP, ultra power, ben, si on dit moderate, M, ben, si on va vers une perte modérée, on a autour de 40, 50, ça peut se... Il faut vraiment se fier à la surdité. Mais ça, avec l'expérience, puis l'expérience va se prendre assez vite dans ces cas-là, vous allez rapidement, vous allez voir, là, rapidement, vous allez dire, OK, ça c'est un modèle S, ça c'est un modèle P, tout de suite, vous allez quand même visualiser très, très rapidement. Là. Puis tous les manufacturiers sont à peu près bâtis de la même façon. Je vais être honnête, là, c'est pas, je vous en montre un, je ne me rappelle plus où j'ai pris l'image, j'ai pris chez un des manufacturiers, là, puis ça demeure valide, là, peu importe le manufacturier qu'on va choisir. Rita ou Open ou tube fin, parce qu'il y a plusieurs modifications. C'est vraiment le tube fin là, qu'on voit, le sur là, qui rentre à l'intérieur de l'oreille. Donc, c'est un appareillage ouvert à tube fin. Donc, on peut avoir un dôme, une coquille ou un embout auriculaire personnalisé. Oui, avec ce type de tube-là, on pourrait avoir une coquille, mais on pourrait aussi avoir un embout. Certains manufacturiers pourraient fabriquer un embout si on avait besoin d'une rétention très importante. On a besoin d'un Helix-Lock, par exemple. On aurait besoin de quelque chose qui est en squelette. La coquille pourrait faire, mais on pourrait avoir également un embout. Ce type de prothèse-là, qui est le contour standard, finalement, donc, on peut enlever, parce que le tube, chez certains manufacturiers, le tube fin, on peut le dévisser et on le remplace par un crochet pédiatrique. Mais je vous dirais, tant qu'à ça, c'est moins fréquent. Et honnêtement, des Rita de façon pure et simple, c'est-à-dire un contour standard avec un tube fin, on en utilise de moins en moins. On a vraiment le contour standard et on va vraiment, quand on veut un open, donc open ear, comme disait Patrice tout à l'heure, on va aller vraiment vers un RIC ou un RIT. La pile, dans ce cas-là, dans un Rita, on va trouver vraiment de la pile 10, de la pile 312, on pourrait trouver de la pile 13, de la pile 675. Vous allez me dire, de la pile 675, j'en ai déjà vu sur des NIDA, qui est une prothèse puissante chez Phonak. Il avait fait une adaptation en tube fin. Un, j'en ai jamais fait. Deux, je ne vois pas l'intérêt de faire ça. Le seul intérêt qu'on aurait, c'est qu'on n'aurait pas une perte très grande et que le patient aurait besoin d'une pile 675 pour une manipulation parce qu'il y a une manipulation plus difficile. Mais honnêtement, c'est pas fréquent. Je vais être honnête avec vous autres. Donc, évidemment, on retrouve exactement les mêmes types de caractéristiques supplémentaires dans les Rita open ou tube fin. Directionnalité, contrôle de volume, bouton programme, bobine téléphonique, le télécol, connectivité directe, le rechargeable, l'entrée audio directe, la télécommande, masqueur d'acouphène, Bluetooth, application, cross-bicross, on retrouve de tout. Mais on n'en fait pas tant. Je vais être honnête avec vous autres, ce n'est pas quelque chose qu'on fait nécessairement très, très souvent. Excuse-moi, Patrice. Oui, Caroline? En fait, je veux juste qu'on revienne pour les ranges là, que tu as dit tu as dit que oui, on va faire par expérience, sauf que j'aurais quand même aimé ça que vous les redites au niveau de, tu sais, quand on a une perte d'environ 25... Oui, pas de problème.
s'il te plaît. On va juste reculer. Donc, dans le S qui est le soft, on pourrait avoir une perte entre à peu près en basse fréquence 10-15 décibels, aller jusqu'en haute fréquence, peut-être jusqu'à 50, mettons. Ça va? Dans le M qui est le moderate, modéré, donc je vous dirais une perte autour de peut-être 25-30 en basse fréquence, aller jusqu'à une perte de peut-être 60-65 en haute fréquence. Dans le P, power, dans ce cas-là, on va aller plus vers une perte probablement de 60 en basse fréquence jusqu'à une perte peut-être de 70 en haute fréquence. SP et UP, là, je vous dirais, là, c'est vraiment une perte importante, 80-85 en basse fréquence, puis on peut aller jusqu'à 100-110 en haute fréquence. Est-ce que ça va, Caroline? Est-ce que c'est plus clair? Oui, c'est juste parce que vous l'aviez dit vite, là, que Oui, j'avais pas de problème. écrit, là, mais... Pas de problème, pas de problème. Je recule, excusez, là. On va avancer au moins. Excusez. Donc, on trouve les mêmes plages d'application. Donc, les RIT ou RIC, ou j'aurais pu mettre TED. Donc, RIT, Receiver in the Ear, récepteur dans l'oreille. RIC, c'est Receiver in Canal. Et TED, vous allez le voir souvent sur des audiogrammes quand l'audiologiste se fait l'examen. TED veut dire Technologie de l'écouteur déporté. Honnêtement, on n'utilise à peu près jamais ça. C'est vraiment RIC ou RIT. Puis les vieux de la vieille comme moi qui ont connu l'apparition des écouteurs dans l'oreille autour des années avec la Micro Power chez Phonak autour de 1995 à peu près. Donc, on appelait ça RIC. Puis, ce qui était intéressant à l'époque, quand Phonak avait sorti ça, il appelait ça, le modèle, c'était la Micro Power. Ça avait été les premiers à les sortir. Ce qui était intéressant, c'est que ça permettait d'avoir beaucoup de puissance, mais c'est pour ça qu'on appelle ça technologie de l'écouteur déporté ou délocalisé. C'est-à-dire qu'on prenait une partie de la prothèse, on l'amenait à l'intérieur de l'oreille. Donc, ça nous donnait une prothèse petite derrière l'oreille avec beaucoup de puissance parce qu'on avait une portion qui était dans l'oreille. Oui, Dave? J'avais pas de questions. OK, là, ta main est levée. C'est pas... Ah, ben ça doit être parce que j'ai oublié de la baisser. C'est bien correct. Amélie? Est-ce que c'est, quand tu regardes sur la liste RAMQ, là, si je ne me trompe pas, c'est du seul le titre, quand il est sous classe en catégorie, écouteur délocalisé, puis... Oui, exact. Écouteur délocalisé, oui, tout à fait. C'est un RIC. Puis y a-t-il une raison pour laquelle ils ont gardé ce vieux terme-là? Ou... Écoute, je pourrais vous faire une histoire courte. C'est que à l'époque, quand il avait commencé à faire des listes à la RAMQ, parlons autour du tournant des années 2000. J'ai fait partie d'un comité à la Régie d'assurance maladie pour une classification des prothèses auditives. Donc, on avait classé les prothèses, mettons, à partir de 2000, autour de 2005 à peu près. On avait classé les prothèses auditives avec la technologie qu'on avait à l'époque. Et la Régie d'assurance maladie, dans son immense bêtise d'une machine de fonctionnaire et d'avoir la tête où on pense, ils ont utilisé cette nomenclature-là dans les années 2015. Donc, ça ne faisait plus l'affaire. Fait qu'ils ont gardé technologie d'écouteurs délocalisés, alors qu'on aurait pu utiliser une nomenclature différente en 2015. Ça lui a pris à peu près 8 ans avant d'appliquer la nomenclature, ce qui était un peu, mais oui, c'est écouteurs délocalisés. Mais à un moment donné, c'est que les noms des modèles de prothèses, on finit par le savoir parce qu'on connaît quand même bien les noms de modèles. Fait que, quand la régie sort une nouvelle liste, on connaît les noms. Par exemple, je vais vous donner chez Phonak, les contours s'appellent Bolero, les RIC s'appellent Odeo, puis les intras s'appellent Virto. Tous les manufacturiers ont un nom pour leur contour, un nom pour leur RIC, puis un nom pour leur intra. Fait qu'on finit par s'y retrouver quand même relativement simplement. Donc, dans le RIT ou RIC, l'adaptation possible, on a évidemment tous les dômes, comme on a vu la semaine passée, le dôme ouvert, le dôme fermé, le dôme puissant, le double dôme. On a les coquilles, une coquille un peu plus ouverte avec une grande ventilation, une coquille fermée où la ventilation est très petite et une coquille puissante donc l'écouteur est moulé à l'intérieur. Et c'est là qu'on va retrouver vraiment des piles numéro 10, 312, 13 et 675. On en trouve moins avec de la pile 675 parce que
souvent, avec l'écouteur délocalisé, on est capable d'avoir beaucoup de puissance, même avec la pile 13. On en trouve, mais pas tant que ça, de la 675, et on va plutôt avoir l'adaptation avec la 13, mais ça existe. Évidemment, les écouteurs, comme on peut voir, c'est important, c'est que ça, c'est des écouteurs de type Signa, de la façon que c'est fait. Donc, évidemment, il y a la puissance à l'intérieur des haut-parleurs. Donc, on va avoir les haut-parleurs S, M ou P ou SP. Donc, un peu la même chose qu'on retrouve dans les plages d'application. Évidemment, dans ce cas-là, il va y avoir la longueur. C'est pour ça que j'ai mis les haut-parleurs, l'image avec le chiffre 2 et le chiffre 3. Évidemment, on retrouve la couleur bleue parce que c'est un écouteur gauche, mais la couleur, le nombre 2 ou le nombre 3, c'est la longueur. C'est-à-dire qu'on va toujours prendre la longueur, c'est-à-dire entre le conduit auditif et le dessus de l'oreille. Donc, on n'a pas les oreilles implantées de la même façon. Donc, c'est ça qui va nous permettre d'avoir la bonne longueur. Et c'est pour ça que chaque manufacturier a souvent son propre instrument de mesure qu'on accroche sur l'oreille, selon l'oreille gauche, l'oreille droite, pour pouvoir mesurer la bonne longueur. Il n'y a pas pire d'avoir un fil de récepteur qu'on appelle, une longueur de récepteur, de haut-parleur qui est trop longue, la prothèse ne tient pas. Et évidemment, dans le cas contraire, trop court, ça blesse l'oreille du patient. Donc, il faut prendre une mesure que vous allez apprendre éventuellement. C'est pas avec ces petits instruments-là. Et les instruments de mesure sont fournis par le manufacturier. Donc, on a la longueur 2, 3. Les manufacturiers vont avoir une longueur 1, 2, 3. Ça peut être 1, 2, 3, 4. Ça va dépendre des manufacturiers. Et on va avoir évidemment les puissances. Et quand je parlais de tirette, c'est-à-dire que sur la coquille, si on regarde sur l'image de la coquille, donc qui est complètement à droite, on pourrait avoir une tirette. Là. Il y a des gens qui vont vouloir avoir ça pour pouvoir enlever la coquille dans l'oreille, comme sur un CIC, par exemple. On va voir dans quelques minutes. Mais il y a certaines personnes qui n'aiment pas ça, donc on les coupe. Donc souvent, on n'a pas besoin de les... On demande toujours avec une tirette. C'est toujours plus facile de la couper que d'en rajouter une. Oui, Jonathan? Au niveau de la longueur, est-ce que le tube va être calculé dans le chiffre ou c'est réellement juste l'écouteur? C'est pas l'écouteur, c'est vraiment la longueur du tube. Okay. C'est pas, en fin de compte, là, si je vous le montre, c'est vraiment la longueur, si vous voyez ma souris, c'est vraiment la longueur qui est ici. L'écouteur, lui, c'est vraiment la puissance qui va en déterminer la grosseur, si on veut, mais c'est vraiment le chiffre qui détermine la longueur ici du fil. On appelle ça un fil. Oui, vas-y, Jonathan. Je veux dire, dans le cas de l'image qu'on a ici, le 2 et le 3, c'est pas le même écouteur, ça ne rentrera pas en ligne de compte. Non, ça, c'est la puissance. Dans l'écouteur numéro 2, ça serait un écouteur S, alors que l'écouteur 3, ça serait un M, par exemple. OK, c'est bon. Mais le 2 ou 3, c'est vraiment la longueur. Ça n'a pas rapport avec la puissance. Donc, les caractéristiques possibles, on retrouve également dans ce type de modèle-là toutes les caractéristiques. Les mêmes qu'on avait sur les autres connectivités rechargeables, masqueur d'acouphènes, le Bluetooth, l'application, Cross-Be-Cross. On retrouve tout à l'intérieur de ça. Ce n'est pas vraiment un problème sur les RIT. Donc, on a les BTE, on a les RITA, on a les RIT. On trouve les mêmes types de caractéristiques à des différences près que c'est l'adaptation à l'intérieur de l'oreille va être différente. Donc, comme on peut voir, nos plages d'ajustement sur le contour d'oreille et sur les RIT, on voit là, que c'est un peu différent. Si on fait une comparaison entre les deux diapositives, là, je ne les mets pas côte à côte, là, mais voyez-vous, là, on y va comme on disait tantôt, on peut avoir Open qui est Open Ear, mais voyez-vous, là, avec le modèle S, le modèle M, le modèle P ou le modèle... donc, le modèle S, ma lettre n'est pas la lettre... il faudrait qu'elle soit collée un petit peu plus. C'est vraiment sur la gauche. Là. S, M, P et S, HP et SP. C'est High Power et Super Power. Là, mais dites-vous que HP, SP, UP, c'est les mots High, Super, Ultra. C'est vraiment très, très puissant. Et on peut voir la zone colorée. On va aller chercher jusqu'à haute fréquence 110 décibels. Évidemment, on risque de ne pas avoir d'amplification beaucoup de ce côté-là parce qu'à 110 dB, avec n'importe quelle méthode prescriptive, nos cibles risquent d'être en dessous de nos plages d'application, pas de nos plages d'application, mais de nos cibles, de nos seuils d'audition. Mais donc, on voit vraiment, là, on pourrait aller jusqu'à 0 avec un récepteur S
Alors qu'on commence à 10 avec un M, on commencerait plutôt à 15 avec un P, puis on commence à 20 avec un HP ou un SP. Là. Donc, mais sauf que, il faut vraiment le voir. Comme je vous disais, quand on prend notre audiogramme pour la plage d'ajustement, il faut vraiment que notre audiogramme soit beaucoup plus au centre. C'est vraiment là, pour qu'on ait une bonne réserve de gain, il faut vraiment qu'on soit le plus possible au centre. Là, dans le cas des pertes importantes, on sait qu'on va être dans le bas. Là. C'est pas assez. Donc, les intra-auriculaires, ou ce que certains de mes patients appellent une mâchée de gomme dans l'oreille. Donc, c'est un des modèles qu'on fait probablement le moins, l'intra-auriculaire ou le ITE, in the ear, ça veut dire en anglais. Donc, directionnalité, bouton volume, programme, télécommande, télécoil, masqueur d'acouphène, Bluetooth, application, pile 13 ou 312 qu'on va voir dans ceux-là, des intras avec de la pile 10, c'est une aberration, on ne ferait pas ça. Et cross-bicross, ça existe. Pourquoi je ferais un intra? C'est que je n'ai pas de place derrière l'oreille, par exemple. Donc, j'ai besoin de puissance parce que je suis capable de placer un haut-parleur plus puissant dans une prothèse intra que dans une prothèse demi-conque ou intracanale, qu'on va voir, c'est le modèle qui suit. C'est pour ça. Ou un problème de manipulation chez un patient qui ne serait pas capable, qui aurait, par exemple, de l'arthrite ou de l'arthrose dans une épaule, et qui ne serait pas capable d'aller placer la prothèse derrière l'oreille, donc il serait capable de la placer dans l'oreille, bon, on choisirait, par exemple, un modèle de type intra. Mais ce n'est pas un modèle qu'on fabrique énormément. Je vais être honnête avec vous, je ne me rappelle pas la dernière fois que j'en ai fait. Donc, voyez-vous, la plage d'application, elle est quand même très grande. La plage d'ajustement, on pourrait choisir beaucoup, quand même une perte qui va varier. On parle de 0 jusqu'à 100 décibels. Une prothèse intra, honnêtement, lorsqu'on dépasse 85-90 dB, on va aller vers un contour. Je vais être honnête avec vous, là, à moins qu'on ait une problématique physique importante, j'aurais pas assez de puissance. Là. On va dire qu'une perte à 110 dB, même si le manufacturier dit oui, on est capable de se rendre, là, on va avoir des problèmes de feedback. On risque d'avoir des problèmes de fitting physique. C'est-à-dire, si mon impression n'est pas assez longue, si on a une oreille qui est plus dure ou plus molle, ça bouge dans l'oreille, c'est pas l'idéal. C'est pas quand on arrive dans nos limites, là, contour d'oreille, c'est une meilleure idée. Demi-conque ou half-shell. HS veut dire half-shell. Directionnalité, contrôle de volume, bouton programme, télécoil, télécommande, masqueur d'acouphène, Bluetooth, application, on a la même chose. Pile 312, on pourrait avoir de la pile 10. Et on a les options cross-bicross aussi. Là, on commence. Oui, les manufacturiers sont capables de les fabriquer avec du demi-conque, avec du Bluetooth, avec pas de la connectivité directe, on va s'en venir éventuellement avec ça. Starkey le fabrique, avec leur intra rechargeable. Il est quand même relativement gros. C'est de la pile 312 ou de la pile 10 qui va. Non, c'est rechargeable. Là, on a de la connectivité directe, mais avec une pile standard, il faut être quand même un peu plus prudent. Des fois, ils nous disent on n'est pas capable de mettre l'antenne Bluetooth, on n'est pas capable, ou il n'y en a carrément pas. Lorsque Phonak, on en avait avec la série des Alta Pro, Alta 2 Pro, avec cette gamme de prothèses-là qui était 2 générations avant, où on avait de la connectivité avec l'interface de communication, mais quand ils ont fait leur nouvelle génération, là, on n'avait plus. Même pas d'interface de communication, là, ça ne fonctionnait pas. Donc, lorsqu'on veut vraiment une connectivité, là, le RIC, le contour, nous offre, ou à la rigueur, l'intra, mais ça dépend du manufacturier. Tous les manufacturiers ne nous offrent pas nécessairement les mêmes caractéristiques. Voyez-vous, page d'application. Certains manufacturiers nous disent qu'on a une bonne grosseur d'oreille, je suis capable de mettre un haut-parleur puissant, mais jamais je vais dépasser à 70-75 avec un demi-conque. C'est pas en haute fréquence, je parle. C'est vraiment une perte beaucoup moins importante que ça. C'est pas, même s'ils nous donnent la possibilité de faire ce type d'ajustement-là. Le CIC, donc ce que les femmes appellent, c'est des prothèses de femmes, parce que ça ne paraît pas, alors que toutes les autres prothèses, des prothèses d'hommes, même s'il n'y a pas de sexe sur une prothèse. Donc, on peut avoir des télécommandes qui sont simples, masqueur d'acouphène à l'intérieur. Chez certains, on avait le Bluetooth avec l'interface de communication. Dans les anciennes générations qui sont encore disponibles, donc on est capable d'avoir l'application. Évidemment, ça fonctionne avec une pile 10. Donc, le CIC fonctionne. Voyez-vous, là, on n'a pas, évidemment, il n'y a pas de directionnalité. Il y avait un manufacturier qui nous offrait un bouton dessus, mais de moins en moins, là, on retrouve ce type de caractéristiques-là.
Donc, la plage d'application, même s'ils nous mettent une application quand même relativement grande, CIC, la perte est petite. Le IC, donc on peut voir là, vraiment, c'est vraiment enfoui à l'intérieur. CIC veut dire completely in the canal, puis IIC, c'est invisible in the canal. Donc, souvent, lorsqu'on va le présenter aux patients, ça va être des prothèses qui sont presque invisibles, parce que les prothèses invisibles, ça n'existe pas, mais ils sont vraiment enfouis. Le meilleur là-dedans pour les fabriquer, c'était vraiment Oticon. Oticon nous faisait des IIC qui sont vraiment très, 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 très profonds à l'intérieur des oreilles. Alors que, contrairement à Phonak, ils ne font pas de IIC Phonak, même s'ils nous en parlent, les prothèses sont extrêmement grosses chez Phonak. Et très énergivores. Je vais être honnête avec vous, là, les CIC chez Phonak, on a tendance, en tout cas chez nous, on a tendance à éviter parce que ça mange les piles. Alors que chez Oticon, chez Signia, c'est beaucoup moins énergivore. Et Signia nous fabrique des choses qui sont quand même intéressantes. Fait que ça dépend toujours de vers quoi on va tendre. C'est vraiment Puis on finit par connaître nos produits. Hein, je vais être honnête avec vous. Là. C'est pas. Fait qu'on serait capable d'avoir du Bluetooth, des applications dans les anciennes générations chez Oticon. Éventuellement, on commence à en retrouver chez Signia. Dans leur nouvelle génération, on est capable de retrouver ça. Évidemment, le masqueur d'acouphène étant un algorithme, peu importe la grosseur de la prothèse, on a le même type d'algorithme. On est capable de trouver la télécommande. Évidemment, c'est qu'avec la pile numéro 10, il n'y a pas de rechargeable dans ce type de prothèse auditive-là. Donc, la plage d'application, voyez-vous là, ils nous disent qu'on pourrait aller jusqu'à 80 en basse fréquence. Oubliez ça. C'est pas vrai. C'est des maudits menteurs. C'est quelqu'un qui aurait une perte à 70 dB en basse fréquence, tu ne fais pas un CIC, c'est beaucoup trop fort. La perte, c'est beaucoup trop importante, ça ne sera jamais assez fort, ça va siffler, ça va avoir tous les défauts de la Terre. Jonathan, ta main est encore levée. Oui, je sens bien capable de la baisser. C'est beau, je viens de le faire, je viens de m'en occuper. Par contre, j'avais une petite question, oui, avant qu'on aille trop loin. Ça revient beaucoup dans ton cours avec Daniel, les pleines côtes, mettons pour quelqu'un qui aurait des pertes de mobilité ou autres. Par contre, on nous dit tout aussi que ça fait des années que vous ne l'avez pas fait. Oui. Est-ce qu'on parle vraiment de problème, là, quelqu'un qui a les mains inutilisables? Parce que je veux dire, une bonne partie de notre clientèle est plutôt vieille, va avoir des pertes de mobilité. Je suis en train d'exagérer le problème et que des BTA puis des RIC, ça fait quand même sans problème pour la plupart de la clientèle de 85 ans qui a de la misère à bouger? Ben écoute, prends la clientèle, je te dirais pas bien que la clientèle 85 ans, là, prends toute la clientèle, outre celle pédiatrique, là, prends les 18 plus, les 18 à 118 ans. Écoute, le RIC va faire, le contour va faire. Effectivement, l'intra, ça existe. Il en fabrique toujours. Au Canada, on fabrique 80-85% ondes. C'est-à-dire, on vend 80-85% de RIC au Canada. C'est-à-dire, la balance, c'est du CIC. Puis il y a une petite portion pédiatrique où c'est du contour standard parce qu'on ne met pas de RIC chez les enfants, puis on ne met pas d'intra chez les enfants, on met du BTE. Il en fabrique encore parce que ça existe, on en a quelques-unes, mais on n'en fabrique pas tant. Parce qu'il faut comprendre qu'à la Régie d'assurance maladie, on a des modèles BTE, RIC, ITE, donc intra-auriculaire et demi-cône. Donc, on va fabriquer à la RAMQ du demi-cône, beaucoup de RIC, quelques contours. Puis du ITE, on va en fabriquer vraiment pour une clientèle, comme tu dis, qui va avoir beaucoup de difficultés de manipulation, qui va avoir beaucoup de difficultés, arthrite, arthrose, coude, épaule, par exemple. Donc, une manipulation beaucoup plus difficile derrière l'oreille et une manipulation de piles plus difficile. Donc, ils ne sont pas capables avec une pile 312, une pile 13, c'est plus simple. Je n'ai pas d'espace derrière l'oreille. C'est vraiment des caractéristiques physiques qui vont faire qu'on va choisir un ITE. On en fabrique quelques-uns par année, mais on en fabrique très peu. C'est un marché. Si on regarde les statistiques, parce que chaque année, on a toujours une espèce de conférence avec les manufacturiers, puis ils nous sortent toujours les statistiques. Les intras, s'il y en a, c'est une fraction de pourcentage. À la grandeur du pays, je parle, c'est une fraction de pourcentage. Au Canada, c'est vraiment contour, RIC et CIC ou IIC. C'est beaucoup plus présent. Derek? Moi, j'ai une question pour tes plages d'ajustement.
c'est quoi que tu gardes à peu près comme réserve? As-tu une genre de règle générale pour, mettons, des BHL que tu gardes en réserve pour pouvoir ajuster? Parce que, mettons, on regarde la IC, ta plage d'ajustement, elle termine environ à 80 en basse fréquence puis à 100 en haute fréquence. Mais je veux dire, est-ce que tu gardes une certaine marge pour décider que tu ne prendras pas ça? Tu sais, mettons qu'il y a une perte en basse fréquence de 70, tu ne prendras pas une IC. Exact. Moi, je te dirais que plus la prothèse est petite, plus je vais réduire mais la plage d'application de le manufacturier. Parce que le manufacturier va me dire, oui, je suis capable de la faire. Ouais. Sauf que ton ajustement, ça va siffler, je n'aurai pas le gain nécessaire. Je te dirais que contour, RIC, toutes les pertes auditives, ça va faire. Le ITE, je vais prendre une perte sévère en montant. Donc, une perte profonde, je ne ferai jamais de ITE. Okay. Donc, sévère, je vais le faire. Ça veut dire qu'en moyenne, 75 dB, je vais le faire. Dans un demi-conque, je vais prendre une perte modérément sévère. Dans un demi-conque, une perte à 60, je vais le faire. Dans un CIC, ça va être une perte à 50. Ça va être une perte modérée, 45, 50. En haute fréquence, on peut tricher un petit peu parce qu'avec, on va voir les algorithmes avec l'abaissement, le principe d'abaissement fréquentiel, on peut tricher un peu. Mais moi, je suis plutôt du type conservateur et d'autant plus que le CIC ou le IIC, là, on va avoir une contrainte physique. La forme du conduit auditif externe. J'ai un conduit qui est très, très, très arqué. J'ai un conduit auditif, un conduit auditif qui n'est pas fait comme ça, mais de mon côté, du côté gauche, là, de votre côté, c'est du côté, qui est un conduit ascendant. Au lieu d'avoir des conduits qui sont faits droits comme ça, ils sont ascendants comme ça. Il y a quelque chose qui existe sur la planète Terre qui s'appelle la gravité. Ce qui va faire que le CIC, ce qu'il va faire, c'est qu'il va descendre de l'oreille. Là, je ne ferai pas un CIC avec un canal lock, un helix lock, avec un machin. Les manufacturiers vont dire, je suis capable de te le faire. Tant qu'à ça, je vais faire un RIC. Je vais être beaucoup plus efficace. Donc, il va avoir ça. Manipulation, changement de pile. Un patient qui a des écoulements d'oreilles, je ne ferai rien, jamais avec quelque chose qui va avoir. Quelqu'un qui fait beaucoup de bouchons de cérumen, qui fait beaucoup de cérumen, je ne mettrai pas un RIC de haut-parleur dans l'oreille. Donc, tout ce qui est intra, je ne mettrai pas ça, ça va boucher tout le temps. Ben, un RIC, c'est pas vrai. Le RIC, tu peux le faire parce que tu peux remplacer le haut-parleur en clinique. Mais je ne ferai jamais d'intra avec un patient comme ça. Sa prothèse va être tout le temps bouchée. Écoulement d'oreille, jamais. Je ne ferai jamais ça. Il y a des patients, quand on parle de la sélection, si on regarde les premiers cours, on fait notre historique de cas, le patient peut dire, oh oui, j'ai des otoriques chroniques. Moi, dans ma tête, c'est beau. Ça va être un RIC ou un contour. Il dit, je veux la plus petite. C'est mauvaise réponse, mauvais choix. Ça va briser tout le temps. Fait que, on a, oui, la plage d'ajustement d'une prothèse auditive, c'est lorsque on remplit toutes les conditions initiales. Je n'ai pas d'arthrite, je n'ai pas d'arthrose, j'ai un beau conduit auditif, mon otoscopie ne dénote rien, je n'ai pas d'exostose dans l'oreille, je n'ai pas une hyperpilosité, donc de l'hypertrichose à l'intérieur du CRE, parce qu'on a des patients qui n'ont plus de cheveux sur la tête. En vieillissant, là, les gars, là, les cheveux rentrent en dedans et ils te sortent par le nez et par les oreilles. C'est... non, moi, ils ne me rendent pas, mais je vous dis que ça ressemble un peu partout. C'est un peu bizarre. Je ne suis pas en train de devenir chaud. Mais c'est que on a des patients vieux qui ont énormément de poils dans les oreilles. Ce qui fait que je n'ai pas de rétention. Ces poils-là, c'est dur comme... Je ne dirais pas comme quoi, là, mais bon, sont extrêmement rigides. Ce qui fait que, tu oublies ça, un CIC pourrait faire, mais un intra, il va toujours être soulevé, ça ne fonctionnera pas, ou quelqu'un... Donc, lorsqu'on a tout passé à travers notre processus de sélection, donc avec notre historique de cas, avec l'histoire médicale, puis là, dans la plage d'application, au bout de la course, là, dans beaucoup de cas, on va dire, on peut choisir n'importe quel modèle. Mais il y a dans des cas, il faut être très directif. On va dire, dans votre cas, monsieur, dans votre cas, madame, ça va être ce modèle-là. Pourquoi? Elle a les doigts faits comme ça. Ça veut un CIC, puis moi, j'ai vu des patients avec, par exemple, l'index ici qui est à 90 degrés comme ça. Ça va être beau, là. C'est pas. Aller chercher la tirette, là, ça va être correct. Là. On va se donner. Il y a des gens qui en sont tout à fait conscients. Ils ne sont pas capables, ils ont une paralysie dans une main, il leur manque 4 doigts. C'est pas. Tout ce côté-là, on va l'avoir évalué. À la fin de notre plage d'application, on va être beaucoup plus conservateur. Personnellement, conservateur, c'est pas le fait que tu vas être conservateur, c'est pas ça. On va être conservateur avec les patients parce que la perte peut augmenter, donc il faut se garder une bonne réserve. Y a-t-il quelque chose de plus désagréable chez un patient où on va lui dire,
ben, votre perte auditive a changé, puis tu étais trop serré lorsque tu as fait la prothèse, tu es obligé de changer au bout de 2 ans et demi. Le patient ne te trouvera pas très drôle. Tu as vendu des CIC alors que tu n'es plus capable de les ajuster alors que tu as un petit changement. Il faut être conservateur pour pouvoir pallier à ça. Oui, Caroline, avec un cas? Vous dites un minimum de 10 dB à ce moment-ci. Est-ce qu'on privilégierait pas 10, 15 en montant? Ben, mettons plus 15 que 10, en fait, justement, à cause du range de disponibilité? Oui, bien effectivement, c'est pas la norme nous dit 10 décibels. On va choisir 15 à 20, là, honnêtement, là, juste pour être certain. Dans un RIC, ça a moins d'impact parce que si je choisis un haut-parleur M, ben, j'ai rien qu'à changer le haut-parleur pour mettre un P, puis c'est pas un problème. Je n'ai pas à changer la structure de la prothèse. Alors que dans un intro ou un contour, ça peut avoir une influence. Donc, on va être comme je vous dis, on va être beaucoup plus conservateur à cet égard-là. Excusez. Donc, on a nos CIC, on a nos prothèses auditives sans prise d'impression. Donc, il y a 2 modèles qui existent sur le marché, la Lyric, qui est la prothèse qui est la photo du haut, et la Silk, qui est la prothèse du bas. Ce qui est intéressant avec en fin de compte, c'est 2 caractéristiques différentes dans ces 2 modèles-là. Lyric étant fabriqué par Phonak, c'est une prothèse qui est implantée pour 3 mois, pas de changement de pile. C'est une prothèse qui est plus analogique, même si on utilise le logiciel pour pouvoir en faire la programmation. C'est une prothèse, on est rendu à la version 3. J'en ai fait quelques-unes avec la version 1, puis on a arrêté d'en faire. Je vais être honnête avec vous. Je ne sais pas qui en fait. À Québec, je ne sais pas qui en fait. On était 2 ou 3 qui en faisaient, puis tout le monde a arrêté d'en faire. Je ne sais pas qui a recommencé. La prothèse, évidemment, on peut avoir une petite télécommande. Le masqueur d'acouphène, on va aller beaucoup plus avec la Silk. La Silk, on pourrait avoir du Bluetooth, donc la photo du bas. Et la Silk, nouvellement, la nouvelle génération, on est capable d'avoir du cross-bicross, ce qui est intéressant. C'est vraiment un dôme cliquable qui va sur la prothèse du bas, la Silk. C'est une prothèse à ajustement comme si on faisait avec un dôme. C'est une prothèse quand même très évoluée. On retrouve voyez-vous, là, la plage d'application est quand même beaucoup plus mince avec la Silk. Et on voit les types de dômes qu'on peut avoir. Les dômes, c'est vraiment par rapport à la forme de l'oreille. C'est vraiment pas par rapport à la puissance. C'est vraiment par rapport à la forme de l'oreille. Oui, Félix? Oui. Est-ce que la Silk coûte moins cher comparativement à une IC? Non, même si on ne fait pas de prise d'empreinte. Effectivement, même si on ne fait pas de prise d'empreinte, c'est la technologie qui est à l'intérieur qui va faire la différence. C'est pas vraiment le fait qu'on fasse une prise d'empreinte ou non. C'est à peu près le même prix. Je te dirais peut-être à l'achat 50$ de différence, là, mais il n'y a pas 300-400$ de différence. C'est à peu près dans les mêmes prix. Puis pourquoi on prendrait celle-là comparativement à une autre? Je vais te donner un exemple. Moi, je suis incapable d'avoir un CIC à l'intérieur de mon oreille. Je n'ai pas l'oreille faite pour ça, alors que la Silk fait parfaitement bien. J'en ai essayé. Je n'ai pas besoin de prothèse auditive pour l'instant. Si un jour j'en ai besoin, j'espère qu'ils continuent à fabriquer de la Silk si j'ai besoin d'un CIC au lieu d'un RIC. Ça fait très bien. Moi, j'ai une oreille qui est faite comme ça monte comme ça, puis ça tourne en même temps. C'est un peu... quand je me fais faire des prothèses auditives, c'est un peu complexe là, quand je me fais faire des dommés là, pour montrer aux patients. La Silk me fait dans l'oreille, il n'y a pas de douleur et donc c'est vraiment une question physique. Évidemment, tu pourrais le faire dans la même, comment je pourrais te dire ça, dans le même objectif que tu fais un RIC avec dôme, ajustement instantané. Donc, tu en as dans ton tiroir, tu mets ça dans l'oreille du patient, puis le patient part tout de suite avec. Il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. On en fait de la Silk, mais nous, on les commande, on ne tient pas ça en inventaire, on les commande au fur et à mesure. Donc, mais c'est physique. À mon humble avis, là, c'est pas. Mais ça fait un CIC qui est de l'ajustement instantané, qui fait très bien, c'est la même génération de prothèses. Oui, Sarah, tu avais la main levée aussi? Mademoiselle Lévesque? Je pense que son image est figée. Oui, c'est Patrice? Oui. Et le problème avec la Lyric, c'était quoi? Le problème avec la Lyric, je te dirais qu'on avait, nous, dans notre cas, quand on en a fait,
c'était beaucoup un problème qui était physique. C'est-à-dire qu'on n'était pas capable de... il y avait beaucoup de douleur à l'intérieur de l'oreille. Parce que quand ils ont sorti la Lyric 1, là, on avait les grosseurs de dents, mettons, de XS, extra small, à large. Après ça, dans la Lyric 2, ils ont sorti des XXS et des X large, et dans la Lyric 3, ils ont sorti des XX large. Le problème que tu as avec ça aussi, c'est que tu as un questionnaire de santé relativement élaboré à passer parce que ça ne fait pas à tout le monde. Quand ils l'ont sorti, moi j'ai jasé avec, quand ils l'ont sorti, c'est Ben Tal chez Phonak qui s'occupait de la mise en marché de ça. C'était vraiment ce qu'on appelle un marché de niche. C'est-à-dire qu'ils visaient à peu près, eux autres, ils avaient calculé que ça pouvait faire à peu près à 5 des gens qui ont une surdité. Donc, 5 des gens qui ont une surdité. Puis à l'intérieur de ça, il y avait quelques personnes qui pouvaient en avoir. C'était intéressant parce que tu mettais ça dans l'oreille, puis qu'il n'y avait pas de... le patient s'en occupait pas. Tu pouvais fabriquer des bouchons de baignade par-dessus, donc la personne pouvait se baigner. Le problème qu'on a vu avec un patient, fabrication de bouchons de cérumen par-dessus la prothèse. Et à l'époque, on n'avait pas les techniques de gestion de cérumen qu'on avait maintenant. Donc là, tu disais, OK, là, j'ai un bouchon de cérumen, j'ai une prothèse. Fait que là, il faut l'envoyer chez l'ORL qui enlève le bouchon de cire. La prothèse est bouchée, il faut que tu l'enlèves. C'était comme... C'était pas dur à mettre. C'était pas dur à programmer. C'était pas une problématique. Le problème ne se situait pas là. Nos mesures d'insertion étaient so-so, mettons, parce que tu n'avais pas dans nos méthodes de mesure, on n'avait pas le IIC, mais là, c'est vraiment de l'insertion profonde. Là. On est beaucoup plus loin que le CIC. Fait que là, tu as la résonance naturelle du conduit auditif. T'sais, on avait des enjeux au niveau de la mesure RER qui étaient quand même importantes, ce qui fait que tu n'étais pas sûr de ton ajustement. Faire de l'ajustement à peu près, c'était. Puis il y avait des patients qui étaient prêts à payer. La deuxième inconvénient, c'était le prix. C'était une prothèse qui était par abonnement. Donc, calculons que quelqu'un qui s'achète un CIC haut de gamme va payer peut-être 3 000, 3 500 par prothèse. Mais ta prothèse, tu l'as entre 4, 6 ans, 5, 7 ans, là, à peu près, tout dépendant si tu y fais attention ou non. Le Lyric, à l'époque, quand on en faisait, ça valait 1 800 $ par prothèse par année. Donc, c'était par abonnement parce qu'à tous les 3 mois, il venait pour lui en donner une autre. Donc, la première année, tu avais parlons d'investissement et non de dépenses. Tu avais investi 1 800 pour une, donc 3 600 pour deux. Fait que ça, tu en avais une déjà pour une oreille. Au bout de 2 ans, tu t'étais payé un set de CIC qui t'aurait duré beaucoup plus longtemps. Les prix ont diminué avec le temps, sauf que ça demande une prothèse par achat, par abonnement. L'inconvénient était le prix, mais il y a des gens pour qui le prix, il y a des gens qui ont plus peur de la fin du monde que de la fin du mois. Là. Fait que c'est pas parce que c'est vrai, ça leur dérange pas vraiment. Hein. Fait que il y a ça. Ce qui n'est pas la majorité des gens, on s'entend. Hein. Fait que c'était une particularité. Chez les Lyric, on est rendu à la génération 3, la 3.0. Ça existe encore. C'est pour ça que la Silk est sortie, un peu pas pour remplacer, mais c'était quelque chose qui était un peu différent. C'était ça les inconvénients qu'on retrouvait avec la Lyric. Non, la Lyric part 24. Oh mon Dieu, 7 jours sur 7. Il y a une petite faute d'orthographe. Part continue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Utilisation unique était bonne pour 3 mois. Théoriquement, on nous disait que c'était bon pour 4 mois, mais au bout de 3 mois, on remplaçait les prothèses. Changement en 3 mois. Contrôlé, encore là, une belle faute avec le L. J'ai eu de la misère, je n'ai pas passé cette... Donc, par la SoundLink, qui est la petite télécommande qui est là. L'emplacement dans le CEA, c'est à peu près à 4 mm du tympan. C'est très léger, ça pèse à peu près rien. La longueur la longueur de la prothèse, c'est 12 mm. Peu importe le type de dôme, on voit les dômes, c'est XS, très très petit à très très grand. Beaucoup de contre-indications. Quelqu'un qui est diabétique, on n'en fait pas. Il y avait quand même un questionnaire de santé relativement important. Et après la pause, on va faire, il est déjà moins 5, donc après la pause, on va faire les autres modèles, on va continuer, donc on verra les cross bicross. Donc, 10 minutes, on se revoit.
Patrice, avant Oui, de Jonathan. quitter, j'ai une question. C'est pas par rapport au cours, par exemple, d'aujourd'hui, mais le projet qu'on a à faire pour le 21. Oui. Donc, demain, je vais faire mon gros possible pour avancer le plus possible sur Noah parce que je reçois des réponses de Bernafond, mais c'est pas clair. OK. C'est sûr que Noah va t'aider, il va te guider énormément. L'affaire, c'est que Noah, on y a touché à peu près 2 fois. OK. Je me demandais si tu pouvais m'aider un petit peu oui, pour... absolument. En fin de compte, quand tu vas... Parce que les temps de laboratoire sont limités. Oui, en fin de compte, quand tu vas rentrer dans Noah, tu as déjà probablement créé tu as probablement déjà créé ton nom comme patient. Oui. OK? Donc, tu vas ouvrir Noah, tu vas prendre ton nom comme patient et tu vas choisir Bernafond. Je vais juste te montrer. Je vais arrêter le partage de connexion. Puis je vais te partager autre chose. Non, c'est pas ça que je veux. Je vais te montrer quelque chose pour que tu ailles chercher la bonne version de Oasis, qui est le logiciel. Et là, tu vas avoir accès à tout. Donc là, tu vas pouvoir vraiment aller chercher toute l'info. Donc, dans ton cas, puisque c'est Bernafond, donne-moi une seconde, je vais arrêter le diaporama aussi. Je vais réduire ça. Je vais ouvrir Noah. Ça ne sera pas long. Donc, je vais repartager la connexion. Je vais repartager ce que... Non. Et misère. Tu sais, quand tu veux faire 2 affaires en même temps, hein, c'est ça qui arrive. Donc, on va aller dans Noah. Tu vois Noah, Jonathan? Oui. Parfait. Donc, tu vas aller dans Oasis, mais tu risques d'avoir 2 Oasis. Va dans Oasis NXT. OK? OK. Là, tu n'auras peut-être pas la version 2020.1, mais tu vas avoir une version qui va peut-être être 2019.2, 3, 4. Là. Et c'est là que tu vas aller le chercher. Moi, j'ai un patient AAA qui me sert à tout, là, qui me fait toutes les... C'est pratique pour ça. Ça ne sera pas bien long. Fait que tu vas aller vraiment choisir le logiciel NXT. J'ai cliqué 2 fois. Là. Puis là, c'est vraiment là que là, tu vas l'ouvrir. Ça ne sera pas très long. Parce que beaucoup de manufacturiers ont 2 logiciels, un pour leurs anciennes générations et un pour leurs nouvelles. Dans ton cas, va vraiment sur la NXT. Okay. Et là, tu as tes modèles de prothèses là, sont tous ici. Tes prothèses auditives, là, tu les as. Là. Les Viron, les Erena, les Leox, là, c'est vraiment là que tu as toutes les familles. Donc, tes gammes comme la Viron 9 et la haute gamme, c'est la dernière génération, la Viron, la Zerena 9-7 et tu as la Leox 7 et 3. Donc, c'est vraiment là que tu vas les retrouver. Je vais avoir la liste complète parce que là, comme c'est là, Bernafond m'a envoyé de l'information sur Viron, mais là, ils ne lisent pas les courriels. J'ai dit vraiment tout, tes accessoires, tes plafonds, tout le kit. Et c'est là, regarde, si tu regardes du côté gauche de l'écran, tu vas voir tes réglages, donc tu vas voir le type d'adaptation que tu es capable de faire, l'amplification que tu es capable de donner. Donc, tu as quand même 16 bandes, tu as tes ratios de compression, tu as les différents programmes que tu peux placer. Tu vas avoir, et c'est là que tu vas avoir tes fonctions. Tu vas avoir tes algorithmes qui sont là. L'enveloppe priority, la phonème priority, dynamic amplification control, tes spécificités de programme, donc ta directionnalité, ton noise reduction. Tu vas toutes les avoir. Évidemment, quand on va se revoir, là, c'est pour le 21, on va changer la date. On va changer la date parce qu'il faut voir les algorithmes. Ça va vous aider beaucoup. Puis les algorithmes, on les voit en revenant de la relance. Je vais changer la date de la remise du travail. Il faut que vous ayez vu les algorithmes parce que sinon, le travail va être incomplet. Et tu vois les accessoires disponibles, tu vas les voir ici. Donc, pour le téléphone, pour le téléviseur et tu as la sound clip. Dans le logiciel, tu vas déjà avoir, tu as le data logging. Il faut vraiment voir les algorithmes. Je vais changer la date. Je vais le dire tantôt, mais tout le monde revienne de la pause. Il faut changer la date. Je vais regarder, là, puis je vais peut-être mettre ça 21. Je vais peut-être le mettre plus mi-novembre là, pour vous donner au moins un bon 3 semaines de plus parce qu'il faut. Puis les algorithmes, on les voit à partir du 19. Je ne sais pas si on va être capable de toutes les faire le 19. Donc, on va avoir. Il faut que vous ayez vu les algorithmes. Si on n'a pas vu les algorithmes, le travail va être incomplet puis vous allez avoir de la difficulté à le faire correctement. Fait que vraiment, prends le Oasis NXT. Mm-hmm. C'est vraiment cette.
À ta connaissance, on est-tu capable de faire des print screens de Noah? Oui, je te dirais, enregistre-le sur une clé USB. OK. Écoute, Ouais, bonne liste. je te dirais partage d'écran. Là, j'y retourne. Tu sais, à l'arrière, là, je suis sur Noah. Si je clique gauche, je peux pas. Mais tu sais, tu pourrais faire, par exemple, une saisie d'écran. Mm-hmm. Tu sais, une capture d'écran qu'on appelle. Tu sais, puis tu pourrais le faire comme ça. Puis là, tu vas l'enregistrer sous. Fait que là, tu serais capable de l'enregistrer, par exemple, sur une clé USB. Mm-hmm. T'sais, au lieu de faire une... Puis ça pourrait... Tu dis, ça, c'est important, ça, c'est important. Une chose qui est importante dans n'importe quel logiciel de fabricant, le point d'interrogation qui est ici. Normalement, on voit ça en aide auditive 4, mais ça, si tu cliques dessus, lorsque tu es à l'intérieur du logiciel, tu vas avoir les fonctions. Tu vas avoir les accessoires, qu'est-ce que ça veut dire? Spécificité des programmes. Général. Donc, tu vas être capable de vraiment voir qu'est-ce que c'est. Phoneme priority, ça veut dire quoi? Envelope priority, qu'est-ce que ça veut dire? Tu les as, tu as beaucoup d'explications à l'intérieur de ce petit point d'interrogation-là là, que tu vas retrouver dans ton logiciel. Okay. Ici, là, ça va être vraiment, c'est là que tu vas trouver énormément d'infos aussi. Fait que tu vas être capable de, par exemple, si tu vas dans le cas de prothèse auditive, la Véron 9, si tu cliques sur le point d'interrogation, là, tu vas avoir prothèse auditive, les évents et fils, qu'est-ce que ça fait, le style de prothèse, ils vont te l'expliquer. Tu vas avoir énormément d'infos. Fait que vraiment, sur Noah, tu vas être capable de vraiment avoir beaucoup d'infos. Ce qui va faire que ça va être intéressant là, de le voir comme ça. Parfait. C'est bon, Jonathan? C'est bon. Merci beaucoup. Bienvenue. Sarah, tu avais la main levée tout à l'heure, mais ton image a figé, fait que ça a comme... oui, c'est ça. Chance, tout a planté, je suis de retour. Oui. J'avais une question par rapport tantôt. Lyric, tantôt, est-ce que tu as dit que c'était fun? Très bien. Puis ça, est-ce qu'il y en a dans le fond, dans le département, des fois, où qu'on pourrait voir comment ça... Silk, non, il n'y a pas ça. On n'a pas les silk. OK. Je pense pas. Écoute, c'est sûr que je n'ai pas été depuis le mois de... J'y ai pu été depuis le mois de mars. On n'en a pas, Patrice. Non, c'est ça, il me semblait, Amélie. Il n'y en a pas. Écoute, j'ai pas été depuis le mois de mars au cégep, là. Mais puis vous autres non plus. Non, c'est pas vrai. Vous autres, vous avez été capable d'y retourner un peu en début de session. Pas moi encore. Là, non, pas toi encore, mais ça a recommencé vendredi. Là. Mais tu sais, moi, je suis pas retourné au cégep depuis le mois de mars. Puis, ça fait, je vous dirais que c'est pas la silk. On n'en a pas. Écoute, on pourrait en avoir. Je sais pas. C'est parce qu'on n'en a jamais demandé. On pourrait en avoir en démo. Je suis à peu près certain que Annie nous en prêterait. Pour montrer à quoi ça ressemble. C'est comme toi, tu dis que même toi, tu ne supportes pas, disons, les CIC, mais que celle-là, par exemple, tu serais correct avec, fait que ça serait intéressant de voir quand même que ça peut avoir l'air de quoi dans des options. Oui, c'est ça. Sauf que ça demeure, l'ajustement demeure le même. C'est surtout pour taponner dans le logiciel, la forme de la prothèse a moins d'importance en sachant que ça existe, mais c'est le même type. Dans la navigation, dans Noah, demeure le même. Ben, merci. Ça me fait grand plaisir. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Et Caroline, avec un cas, l'enregistrement, il a cessé à peu près 3-4 minutes. Il est reparti, fait qu'il n'y aura pas de manque cette fois-ci, contrairement à la semaine passée. Ricard, là, il était 6. Est-ce que tout le monde est de retour? Faites-moi un signe du pouce, même vous n'êtes pas obligé d'ouvrir vos caméras, là. En sachant que vous êtes tous là, ça va me guider pour qu'on puisse continuer. Amélie, je t'ai entendu, j'imagine que tu es là. Myriam, Mathilde? Derek? Non, après moi, la salle de bain était donc prévue. Oui, Derek, tu es là. Mathilde? Myriam? Mathilde est là. Myriam? Mademoiselle Lavoie? Êtes-vous présente? En fin de compte, le cours est enregistré. Ce que je veux vous dire, c'est que, et Jonathan me fait remarquer, là, le travail d'équipe
théoriquement est remis le 21 octobre. On va retarder la date. Je vais vous en... Parce que on ne voit pas les algorithmes avant la semaine du 19 et votre travail va être incomplet si on n'a pas vu les algorithmes. Donc, la date va être retardée en novembre. C'est pas... Là, vous recommencez à aller au cégep. C'est pas le 21. C'est Jonathan qui me disait le travail pour le 21. Oubliez ça, c'est pas le 21. Je vais changer les dates. On va mettre ça plus tard. Il faut voir tous les algorithmes, sinon votre travail va être incomplet. Puis là, vous allez dire, bien là, on navigue à travers Noah parce que là, vous y avez accès. Une chose importante, ce que je disais à Jonathan, pour ceux qui vont réécouter le cours, ce que je disais à Jonathan, lui, dans son cas, dans votre équipe, Jonathan, c'est Bernafond, mais dans tous les autres équipes, quand vous allez aller travailler sur Noah, vous allez toujours retrouver sur Noah, bonjour Myriam, vous allez toujours retrouver sur Noah dans le coin droit, donc dans le coin... ici, là, juste là, dans le logiciel, un point d'interrogation. Utilisez le point d'interrogation, ça va vous donner énormément d'infos parce que si le représentant ne vous envoie peu d'infos pour vous aider dans votre travail, allez naviguer sur Noah parce que, étant donné que les plages horaires dans le laboratoire sont plus limitées, allez-y, faites des captures d'écran, mettez ça sur votre clé USB au niveau des algorithmes, comment ça fonctionne, mais utilisez le point d'interrogation. Quand vous rentrez, sur Noah, vous rentrez sur Noah, vous prenez votre nom, puis ensuite de ça, vous prenez le logiciel du fabricant. Et ensuite de ça, quand vous êtes dedans, allez voir au point d'interrogation. Et là, vous allez avoir énormément, vous êtes capable de faire des recherches avec ça, vous êtes capable à travers le logiciel, vous allez avoir énormément d'informations. Et comme je vous ai dit, ne vous stressez pas pour le 21, on va remettre ça au mois de novembre. Parce qu'il faut voir les algorithmes en venant le 19, puis les algorithmes, on risque de passer peut-être 2 cours dessus. Donc, le cours du 19, le cours du 26, le temps que vous fassiez la rédaction. Fait que ça ne sera pas avant mi-novembre ou la 3e de novembre où il y aura la remise du travail. Il faut faire avec, on essaie d'être souple et conciliant. Fait que c'est pas le 21, la date est plus bonne. Je vais regarder au moins 2e de novembre, sinon 3e de novembre pour la remise. Ça va pour tous? Good. On continue. Ça ne sera pas long. Partage. PowerPoint. Partager. Ici. Donc, on avait les cross et les bicross. Donc, là, j'ai mis Phonak comme, parce que c'était, mais il y en a chez Signia, il y en a chez Phonak, il y en a chez Widex, il y en a chez Starkey, me semble. Unitron, je ne le sais pas. Chez Oticon, il y en a aussi. Donc, il y en a chez la majorité des manufacturiers. Parce qu'avant, on n'en avait à peu près que chez Phonak et chez Signia. Puis Widex est arrivé après. Mais maintenant, on en a évidemment dans les intras, dans les demi-comptes, et on les a également dans les contours, dans les RIC. Là, c'est des RIC que je vous ai montrés, un RIC 13 et un RIC 312. Mais c'est ce sont les... petite question pour Amélie. Ah, excuse. excuse, Jonathan. Oui, Dave? Mais ça, là, les cross et les bicross, c'est-tu genre une option que tu peux activer ou c'est vraiment faut que tu commences ça quand tu commences? Très bonne question, Dave. C'est une option que tu vas activer puis tu peux l'activer après. Parce qu'on comprend qu'un cross, c'est... Bon, cross, vous savez tous ce que ça veut dire. Control lateral routing of signal. Control lateral routing of signal. Puis bicross, c'est bilateral... C'est un peu con, là, mais c'est bilatéral, controlatéral routing of signal. C'est-à-dire que dans le cas d'un cross, là, l'image que je vous montre, c'est un bicross, donc j'ai une oreille appareillable et j'ai une oreille morte ou non appareillable. Mais tu pourrais commencer, Dave, en appareillant ton oreille bonne et tu vas ajouter l'option cross une semaine ou 2 après ou un mois après. Oui, tu peux le faire. Et autant dans l'intra que dans le contour. Il n'y a pas de... comment je pourrais dire ça? Tu n'es pas obligé de le commander en même temps. OK. Ça va? Oui, ça va, c'est bon. Je te dirais que c'est... dans beaucoup de cas, on va de plus en plus... Écoute, des cross, je pense qu'au bureau, on doit en faire au moins une fois par semaine. C'est pas avec les patients. Tu sais, de plus en plus, c'est... Tu sais, avant, c'était pas super efficace. Tu avais un fil qui passait en arrière, c'était branché dans les prothèses. C'était une patente à gosse qui était pas super efficace. Le fil finissait par s'oxyder. C'était pas... Mais là, maintenant, c'est sans fil. Très efficace.
Souvent, tu vas avoir des algorithmes qui vont fonctionner bilatéralement parce qu'étant donné que tu as 2 microphones, donc algorithme sur réduction du vent, réducteur de bruit quand même relativement efficace. Donc, on a quand même plusieurs options, mais c'est un accessoire. Donc, on peut le commander après. C'est payé par la RAMQ en passant, pour ceux qui pourraient se poser la question. C'est un accessoire qui est disponible à la Régie d'assurance maladie. Patrice? Est-ce que ça veut dire que c'est est-ce qu'on peut dire qu'un cross-bicross, c'est aussi un algorithme? C'est un accessoire. C'est pas tant un algorithme, c'est vraiment un accessoire. C'est pas un algorithme qui est activé ou pas? Non, c'est un accessoire. Puis quand tu commandes la portion microphone pour aller du côté mort ou non appareillable, pour faire un bicross ou un cross, un cross, tu vas le commander en même temps parce que un cross, c'est que tu as une oreille normale puis une oreille non appareillable. Mais dans le cas d'un bicross, tu peux commander le microphone, qui est un accessoire, après. Puis dans ton logiciel, tu vas activer la portion bicross, tout simplement. C'est quelque chose qui est une composante physique. Oui, absolument. C'est un microphone qui ressemble à un RIC qui contient une pile, mais tu n'as pas de son qui va dans l'oreille. C'est juste un microphone qui se transfère de l'autre côté. De ce côté-là, peu importe où est ton côté sain, ton côté appareillable. Donc, c'est pour ça. C'est pas un algorithme en soi, c'est que tu ajoutes l'accessoire, tu le mets en marche. Et ça t'offre des options supplémentaires, mais c'est pas un algorithme en soi. Donc, l'appareillage cross ou bicross, le son est entendu par le micro du côté anacousique ou non appareillable et transmis de l'autre côté à la meilleure oreille qui peut avoir ou non une correction auditive. Donc, le cross, tu as une oreille normale et une anacousie ou une oreille non appareillable. Et dans le bicross, tu as une oreille appareillable, donc un appareillage standard, et une anacousie ou une oreille non appareillable. Donc, bicross, c'est comme ça. Il faut penser que cross, tu as une oreille normale, une oreille anormale, mais non appareillable. Et un bicross, tu as une oreille appareillable de façon standard, et on ajoute la composante microphonique. C'est le même microphone en passant, hein. C'est la même option. Il n'y a pas une option différente. C'est juste le fait que puisque tu as une oreille appareillable ou une oreille que tu n'appareilles pas, c'est ça qui va en déterminer que c'est un cross ou un bicross. Mais physiquement, c'est la même chose. Très efficace en passant. Et les patients, honnêtement, je vais être bien honnête avec vous, les patients, il y a des patients qui, juste le fait que du côté non appareillable, quand il y a quelqu'un assis à côté d'eux et que le son transfère de l'autre côté, donc être obligé de se tourner. Je me tourne, hein, par exemple, si c'était de ce côté-là, qu'ils ne soient pas obligés de se tourner, qu'ils entendent ce qui se dit de ce côté-là. Ce n'est pas un appareillage binaural ou bilatéral, évidemment. Mais sauf qu'il y a des patients qui avaient toujours eu une prothèse unilatérale, donc un appareillage monaural, et que là, on les appareille avec un bicross. Pour eux autres, ça a changé leur vie. En voiture. J'entends ma femme me parler, j'entends mon chum me parler, j'entends mes petits-enfants, je suis capable on a une fonctionnalité qui est, et de ne pas proposer un appareillage bicross, que le patient le refuse, ça c'est son choix, mais de ne pas le proposer comme option au patient, on fait mal notre travail. On fait même très mal notre travail. On est là pour faire une sélection et d'offrir la meilleure option au patient. Je veux dire, quelqu'un qui me dirait, un audioprothésiste qui me dirait, moi du bicross, j'en fais jamais, je veux dire, t'es pas bon. Tu fais mal ton travail, d'autant plus que ça peut être payé par la RAMQ, donc il n'y a pas d'investissement pour le patient. Pour quelqu'un qui serait éligible à la Régie d'assurance maladie, ça peut y faire. Il y a des patients, moi j'ai fait un bicross rechargeable. C'est pas payé par la RAMQ. La patiente, elle dit oui, elle dit moi, donc les piles étaient très écolo avec 88 ans, je pense. Non, oui, du bicross, ça m'intéresse, je veux du rechargeable. Il y a juste Phonak qui le fait dans la génération B. Il ne le faisait pas dans la M parce qu'on avait la Marvel à l'époque. Elle dit oui, elle dit j'achète ça, elle, madame, paf, elle a acheté, c'était du rechargeable, elle est super heureuse, ça fonctionne super bien. Donc, il faut le proposer aux patients. Que ce soit prévu, que ce soit RAMQ, c'est important. Oui, Sarah? Dans des cas comme ça, là, si l'oreille n'est pas parfaitement morte, mais qu'on ne peut pas avoir beaucoup d'amplification, par exemple, sur l'oreille, est-ce qu'on peut quand même proposer quelque chose comme ça? Ou c'est quand même mieux d'essayer d'appareiller l'oreille, même s'il n'y a pas beaucoup d'avantages? Oui, en fin de compte, on va voir comment se comporte ton IMDS bilatéral. Okay. Exemple. Mon oreille appareillable a un IMDS de 88. Donc, unilatéral. Mon oreille qui a une surdité profonde a un IMDS de 28. Mais mon IMDS bilatéral tombe à 52.
je vais faire un bicross parce que là, mon oreille pas bonne tire ma bonne oreille vers le bas. Mais si, dans ce cas-là, j'avais un IMDS bilatéral encore de 88, je ferais probablement un appareillage binaural standard. OK. C'est vraiment ton IMDS bilatéral qui va te guider. Donc, si ton oreille pas bonne tire ton oreille bonne vers le bas, donc tu perds de la discrimination, tu perds de la définition de la parole. Ça va toujours aller en descendant aussi, là, sûrement, là, avec le temps. Là. Si c'est pas au cerveau, ça va pas aller en revenant, sûrement. Non, ton IMDS ne reviendra pas, mais ça va être important de toujours t'assurer que lorsqu'il y a des vérifications d'audition, de faire un IMDS bilatéral, toujours pour savoir si ton oreille non stimulée finit par tirer ta bonne oreille, ton oreille appareillée, vers le bas. Donc, ton IMDS devient défavorable. Okay. C'est vraiment ça qui va te guider. C'est quoi à peu près, à partir de combien de... Tu sais, comme là, tu dis ça serait à peu près à 55. À partir de combien tu dirais... Non, aussitôt que ça tire vers le bas. Tu sais, j'ai un IMDS de 88 puis j'ai un IMDS de 72, ça tire vers le bas, bicross. OK, j'en perds. Aussitôt que je perds... Évidemment, à 88, je suis à 84. Ouais. J'ai peut-être mal prononcé un mot. C'est juste un mot sur 25. Mais, tu sais, si je tombe à 80, 76, automatiquement, je vais faire un bicross parce que je suis désavantagé. OK, parfait. Merci. Bienvenue. Derek? Justement, pour continuer là-dessus, est-ce que, tu sais, tu dis quand on a un IMDS de 80-76, est-ce que, tu sais, je comprends pas vraiment quand tu dis on met bicross automatiquement? Parce qu'on a-tu mettons, une marge, un certain point qu'on se dit, à ce point-là, dans l'IMDS, il faut faire un bicross. Okay. Si mon IMDS baisse de plus de 8 %, donc de plus de 2 mots, je fais un bicross. J'ai 88, je descends à 80, je vais réfléchir. Je suis à 76, c'est un game changer, je mets un bicross automatiquement. Parce que là, je sais que, tu sais, comme je disais, si c'est juste un mot, 4 %, c'est un mot sur 25. Pour être certain, je referais peut-être une autre liste de mots. Tu sais, j'ai 2 mots, j'ai-tu mal prononcé? Tu sais, là, je ferais peut-être une liste de 50 mots. Parce que ça a un impact important. Parce que si je fais un appareillage bilatéral, là, j'élimine la composante de privation sensorielle parce que là, je stimule l'oreille. Le bicross garde la non-stimulation, la privation sensorielle parce que ça va toujours de l'autre côté. Donc, si je vois que j'ai 4 ou 8 %, je vais faire une liste de 50 mots. Au lieu de faire une liste de 25, tu sais, je vais commencer avec sel, barre, gel, sel, crème, guêpe. Puis là, je vais aller à base, machin, je vais aller à liste B. Là, je vais faire la deuxième liste, puis je vais en faire 50. Si au bout de 50, je suis encore à 8 % de différence, là, je ferais peut-être une expérimentation. Je l'appareillerais bilatéralement avant une stimulation binaurale. Puis là, je verrais comment le patient se sent, puis je ferais peut-être une expérimentation avec un bicross pour voir si c'est pas mieux. Tu sais, là, je serais un peu embêté. Mais tu sais, je tombe à 12 % de différence bicross. Je me casse même pas la tête. Fait que ça, c'est même si, mettons, ton oreille droite est à 96 %, puis, mettons, ton oreille gauche est à 45 %, tu vois, ton IMDS, il a droppé quand même pas mal en bilatéral. J'en fais pas parce que même si je fais du bilatéral, même si je fais un appareillage bilatéral, ça veut dire que ma bonne oreille, j'arriverai pas à restimuler. Puis même si je stimule, j'enlève la privation sensorielle, ça fait de la distorsion de l'autre côté. Le patient, ce qu'il va faire, c'est qu'il va t'ordonner les prothèses, j'entends pas mieux. Je suis mieux, pas de prothèse. Il ne portera pas. Tu pourrais suggérer au patient, on va faire une expérimentation, on va tester, on va le voir, on va juste tester, on va se donner 2-3 semaines d'utilisation, puis tu vas voir comment le patient réagit aussi. Tu sais, il n'y a pas de systématique. Tu sais, il n'y a pas, tu dis, j'ai 50 %, peut-être que, tu sais, j'ai une discrime à 12 %, j'ai un IMDS à 12 % d'un côté. C'est assez rare que ça ne tire pas la bonne oreille vers le bas. Là, là j'ai une privation sensorielle. Déjà qu'il n'y a pas eu de prothèse, je vois. C'est pas, des fois, ça vaut la peine de faire une expérimentation. Super, merci. Donc, on a vu les crosses. Excusez. Vous allez voir souvent dans les spécifications des manufacturiers la norme IP. Les prothèses sont IP67, IP68, IP. Donc, la norme IP, qui est la Ingress Protection, c'est la résistance à l'eau et la résistance à l'intrusion des corps étrangers. Honnêtement, maintenant, toutes les prothèses auditives sont IP68.
le premier chiffre, c'est l'intrusion des corps étrangers et la deuxième, c'est la résistance à l'eau. On parle de résistance, c'est pas waterproof. En anglais, c'est water resistant. En fin de compte, c'est relativement simple comment ils mesurent. C'est pour savoir le premier chiffre au niveau de l'intrusion des corps étrangers. Ils mettent la prothèse auditive, ils la tiennent sur comme un stylo, une tige. Ils mettent ça dans une boîte qui a 1 mètre cube, puis ils bombardent pendant une demi-heure de la poussière. Fait que là, ta prothèse auditive, elle vient à peu près grosse comme ça, parce que ça a collé dessus. Ils prennent la prothèse, ils envoient de l'air, ils enlèvent la poussière, ils mettent une pile, est-ce que ça fonctionne? Oui, tu as le droit à l'indice 6. Pour l'indice 8, ils mettent la prothèse auditive, ils l'immergent à 1 mètre pendant 30 minutes. Ils la sortent, ils la sèchent, ils mettent une pile. Si ça marche, tu as le droit à la notion 8. Ils l'ont tous maintenant. Signa, qui était Siemens à l'époque, avait une prothèse auditive qui était waterproof. Elle, c'était épatant. Tu mettais la prothèse auditive, qui était la Aquaris, effectivement, Amélie, qui était la Aquaris. Donc, les patients, moi, j'avais un patient qui était pompier. J'ai un patient qui est pompier, où il faisait des Aquaris. Le seul défaut que ces prothèses avaient là, c'est que l'acidité de la peau faisait gonfler le joint torique qui venait sceller la pile. Évidemment, c'était des piles Zinc-Air, donc la pile a besoin d'oxygène, fait que tu as beau l'immerger, à un moment donné, la pile ne fonctionne plus. Mais les patients pouvaient faire des cours de natation avec ça, ça fonctionnait. Ils ne la font plus, malheureusement, depuis plusieurs années, mais c'était une prothèse qui était des gens qui avaient des gros problèmes, soit des travailleurs de la construction, pompiers, des gens comme ça, c'était hyper efficace. Ils ne la font plus, dommage, mais elle était vraiment, tu sais, je disais waterproof, là, c'était assez, je me souviens d'avoir déjà vu une présentation, puis les prothèses traînaient dans un bac, dans un aquarium. Il a fait un petit aquarium, puis c'était dommage parce qu'il y avait des poissons dedans, il y avait eu 2 poissons rouges. Là, tu avais avec la puisette, tu sortais la prothèse, tu enlevais la pile, tu la mettais, puis elle partait de suite. C'était assez impressionnant. La majorité, vous allez le voir, ils vont nous mettre, par exemple, dans les caractéristiques, là, quand on reçoit ça, ils vont mettre IP68. C'est juste, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour ça. T'sais, ils ne se vanteront pas qu'ils ont une prothèse 22 ou une prothèse 34. Là. Ça ne vaut pas la peine. La seule chose, la norme IP va jusqu'à 10, hein, entre autres en électricité. Pour le câblage sous-marin, la deuxième norme peut aller jusqu'à 10. Vraiment, mais c'est pour les câbles sous-marins. On va aller un peu plus loin, mais dans les prothèses, on va jusqu'à 68. Oui, Amélie? Moi, j'ai une question, mais j'imagine que la norme IP, vu qu'on monte tout le temps plus au niveau des résistances à l'eau, tu sais, avant, quand tu nettoyais les prothèses, tu pouvais les ouvrir, tu sais, souvent, ça arrivait vraiment souvent que les micros sont bouchés, mais là, maintenant, tu sais, oui, ils sont peut-être plus résistantes à 8, mais là, on peut plus, tu sais, je trouve que notre marge de manœuvre est de plus en plus restreinte, dans le sens que dès que, tu sais, par exemple, la Marvel qui s'ouvre plus les boîtiers, bien là, dès que, tu sais que c'est probablement juste un micro qui est bouché, là, il faut tout le temps que tu l'envoies à accompagner. Fait que, tu sais, est-ce que, oui, ils sont mis plus résistants à l'eau, mais qu'il y a une grosse part de marketing là-dedans parce que là, bah, tu sais, eux, ils remplacent, là, ils réparent même pas. C'est ça. En fin de compte, eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont fait une évaluation de coût-revenu. Tu sais, le manufacturier, là, on ne se le cachera pas, il fait quoi dans la vie? Là? Il vend des prothèses puis il fait des profits. C'est ça qu'il fait. C'est à ça qu'il sert. Puis le plus de prothèses qu'il vend, le plus de parts de marché qu'il y a, le mieux qu'il va parce que les actionnaires dans certaines compagnies, parce qu'il y a des actionnaires dans certaines compagnies, des actionnaires publics, ils sont contents. Fait que c'est sûr que, tu sais, des techniciens chez les fabricants pour réparer des prothèses, il y en a parce que les intras, tu es capable de les ouvrir. Mais les rigs et les contours d'oreilles, ils ne réparent même plus. Tu l'envoies, ils en mettent une neuve, ils réimplantent ton numéro de série, tes ajustements. Ça, c'est quand ils sont gentils, quand ils le font. Sinon, ils disent, on n'a pas été capable de les récupérer, tu sais, puis ils te retournent des prothèses, puis ils te recoulent une nouvelle coquille dans un rig. Fait que c'est pas, effectivement, ils sont plus résistants, tu n'es plus capable de les ouvrir, c'est pas, à moins d'avoir un technicien en électronique chez vous qui est autorisé à le faire. Mais tu sais, on répare de moins en moins. Les rechargeables, tu n'es plus capable de les ouvrir. Tout est scellé, La seule que tu es capable d'ouvrir, c'est chez Oticon parce que tu as une espèce de fermeture dans le boîtier, mais les prothèses maintenant sont scellées. Tu n'es pas capable de les ouvrir. Fait que c'est pas, tu sais, aussitôt que ça pète, ça part le récepteur, le haut-parleur que tu es capable de remplacer, je te dirais que les contrôles semi-manuels qu'on fait sur les prothèses des nouvelles générations,
Pas tant, mettons. C'est plus, on en fait de moins en moins. Fait que c'est pas effectivement, Amélie, la prothèse est plus résistante, mais c'est pas résistant à l'acidité de la peau. Fait que le circuit peut se corroder parce que c'est pas proof, c'est juste résistant. Donc, ça peut finir par rentrer. Félix? Oui, j'avais une petite question à propos de votre patient qui était pompier. Oui. Il y a un risque au niveau de la chaleur si le pompier a ses appareils durant un feu? Y a-t-il un risque de bris interne? Comment ça fonctionne? Oui, effectivement, mais c'est pas s'il se retrouve que la prothèse va briser par rapport à la chaleur. Lui-ci, il peut se briser avec la chaleur. Même s'ils sont protégés, il va avoir ça aussi en même temps. Là. C'est pas dans son cas, c'est sûr que le travail qu'il avait n'était pas nécessairement un travail d'intervention, d'aller au milieu du brasier pour sauver quelqu'un. C'était pas sa tâche de pompier, elle était adaptée, il était plus dans la grande échelle, il était plus avec le camion-pompe, mais il y avait l'équipement, puis il jouait dans l'eau. Si un pompier joue dans l'eau, parce qu'ils sont toujours avec ça, là, c'est pas, mais son travail avait été adapté compte tenu de sa surdité. Parce que il y avait peut-être certains sons, il y avait quand même une surdité importante, donc il y avait certains sons qu'il percevait moins bien. Donc, pour sa sécurité et la sécurité de ses coéquipiers, il y avait beaucoup plus une tâche qui était importante, mais qui était plus adaptée à sa surdité. Parfait. Donc, il n'était pas au milieu des hostilités, disons ça comme ça. Parfait, merci. Dave? Mais moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que c'est vraiment genre résistant? Tu sais, mettons, quand ils disent IP68, est-ce que c'est vraiment genre résistant à l'eau dans le sens où que le patient, il peut échapper sa prothèse dans l'eau puis il ne marche juste plus après pareil? Oui, parce que tu as des entrées microphones. Il faut que le son entre dans la prothèse. Fait qu'il pourrait-tu revenir, genre, te voir puis dire que finalement, c'était pas bon, puis si tu garantis si c'est... Bien, les prothèses ont toujours des garanties de base de 2 ans. Là. C'est pas, mais le patient, tu vas lui dire, écoutez, c'est sûr que avec les nanotechnologies, c'est plus résistant. Mais jamais je vais dire à un patient, pas de trouble, tu peux te baigner avec, il n'arrivera rien. Jamais. T'sais, on donne les précautions d'usage, évitez l'eau, on ne prend pas de bain, on ne prend pas de douche, on ne va pas au sauna, au massage, au spa avec, on ne fait pas de bain tourbillon, des trucs comme ça. Puis on leur dit, moi c'est déjà arrivé, s'il y a des pêcheurs et des pêcheuses, pas des pêcheresses, là, je ne parle pas de la religion, hein, ceux qui vont à la pêche, parce que vous commettez tout le péché, je le sais, c'est le gars un peu freak. Là. Non, c'est pas. Pour ceux qui pêchent, tu vois, tu es dans une chaloupe, là, puis tu as une espèce de mur d'eau qui s'en vient, puis tu es au milieu du lac. Là. Moi, c'est arrivé, un patient, il va boire des prothèses 68, il pleuvait des clous, des cordes. Là. Tu le vois, ça devient blanc, là, ça ressemble quasiment à une rafale blanche, là, mais une rafale blanche en océan, c'est pas ça, c'est accompagné de vent. Là. Mais ça s'en vient, puis tu vois le rideau de pluie qui s'en vient. Écoute, la chaloupe se remplit à moitié quand ça passe. Là. C'est sûr que les prothèses peuvent ne pas résister. Quelqu'un qui se fait prendre à la pluie, fait du vélo, tu es au golf, des trucs comme ça. Tu ne garantis jamais que c'est résistant à l'eau. Ça va résister à l'humidité, ça va être plus efficace, mais une bad luck, une malchance, ça va arriver, Dave. Ça va arriver. Fait que le patient va dire « Ah, je l'échappe à l'eau. » Ça arrive. Ou des patients vont dire que comment je peux dire ça? J'ai mangé ce que je voulais dire. Ça ne m'arrive pas souvent, là. C'est des patients, je change de sujet là, parce que je viens de lire ce que Caroline vient d'écrire. C'est nos patients qui vont en Floride, nos patients qui vont dans le sud, nos patients qui vont au Mexique, qui restent au Mexique. Ben, là, ils ne partiront pas beaucoup cet été, là, cet hiver. Mais tu sais, les patients en Floride, les patients qui sont. Moi, j'avais des religieuses qui étaient à l'île de Madagascar. L'air salin, l'humidité, ça ne résiste pas, ça vient corroder. En Floride, c'est la même chose. La meilleure place pour passer des vacances, Arizona. Désert de pierre, c'est sec, il n'y a pas d'humidité, il fait beau. Moi, j'adore l'Arizona pour ça. Mais tu sais, ceux qui sont en Californie, au Mexique, au Salvador, je ne sais pas moi, Turks and Caicos, dans les îles, whatever, hein, c'est sûr que l'air salin, ça corrode tout. Là, là-bas, ils ont des problèmes de rouille, mais pas à cause de l'hiver et du calcium, mais à cause de l'air salé. Puis le soleil, puis tout ça. Fait que ça a une incidence. De voir des prothèses, ça finit par pas fonctionner. Donc, il n'y a pas de garantie liée à ça. Mais c'est intéressant. Évidemment, les rechargeables, qui est de plus en plus, je vous ai mis l'image du haut, c'est la rechargeable chez Phonak qui vient d'arriver. Pas Phonak, Starkey, excusez. Donc, la première rechargeable lithium-ion intra, qui est avec la Livio Edge.
AI, qui a toute la technologie à l'intérieur. Et j'ai mis une image de Signia, qui est leur nouvelle génération X. Mais on retrouve chez tous les manufacturiers les prothèses rechargeables. Donc, c'est une option intéressante, moins de piles-boutons. Pour le petit côté green, le petit côté écolo. Donc, j'ai pas besoin d'acheter de pile-bouton, j'ai pas besoin de changer. Tous les manufacturiers nous garantissent que la pile, l'accumulateur à l'intérieur de la prothèse auditive va durer la durée de vie. Va avoir la durée de vie de la prothèse, donc entre 5 et 6 ans. Évidemment, si on envoie la prothèse auditive en réparation, il nous change l'accumulateur à l'intérieur. Donc, on revient avec une pile neuve. Ça fait partie de la remise à neuf, le flat rate de remise à neuf qu'ils nous font, peu importe la prothèse. Je vous dirais que Starkey, ce n'est pas les premiers à avoir un intra rechargeable. En Europe, il y avait Amplifon, Ansaton ou Amplifon, un des deux, qui avait un intra rechargeable, un peu le même principe, mais le premier en Amérique du Nord est Starkey. D'avoir ça. C'est intéressant parce que quand j'avais écouté la conférence, c'était un Facebook Live qui faisait il y a peut-être un mois et demi, directement des States. Tu sais, à cette heure, on porte des écouteurs sans fil. Il y en a qui sont noirs, tu peux avoir des Bose, tu peux avoir n'importe quelle marque d'écouteurs sans fil, rechargeables, Bluetooth. Ils disent c'est pas pire d'avoir la prothèse auditive parce qu'ils servent d'écouteurs Bluetooth pareil. Tu as la technologie Bluetooth dedans, mais c'est une prothèse auditive avec tous les algorithmes nécessaires et possibles. Tu disais, oui, elle est plus grosse, mais combien de gens vous croisez dans la rue quand vous allez prendre une marche, quand vous allez faire votre jogging, quand vous allez, puis tout le monde a des écouteurs dans les oreilles, ou tout le monde se parle tout seul parce qu'il parle au téléphone. Tu ne peux pas dire que grand-maman, des fois, elle se parle tout seul, elle parle à travers ses prothèses au téléphone cellulaire. C'est vrai. J'ai croisé hier, pas hier, avant-hier. Ouais, non, hier, c'était le football, fait que j'ai écouté le foot. Le dimanche, c'est sacré. Ah, puis il y avait du basket pour voir le Heat de Miami passer en finale contre les Lakers. Écoutez, c'était fou, changeait de poste. Il y avait du baseball en plus. Écoute, ça prenait le picture-in-picture. C'était donc, on a pris une marche samedi soir sur la promenade Samuel de Champlain. Vous savez, la promenade qui suit le fleuve à Québec. Là, il y avait une madame qui était devant nous. J'étais avec ma blonde. Puis, il y avait une madame devant nous qui gesticulait. Mais tu sais, il faisait noir. Puis après ça, tu l'entendais parler. Là, tu dis non, elle ne parle pas tout seul. Elle avait des écouteurs dans les oreilles puis elle parlait à quelqu'un au téléphone. Tu sais, de voir la prothèse rechargeable Starkey, puis de couleur noire, puis je trouvais pas bête de dire, ben, c'est comme n'importe quel écouteur Bluetooth. C'est vrai, parce qu'avec ton application, tu es capable de... On a tout le temps ça dans les mains, là, cette patente-là. Tu sais, c'est comme... Oui, ça a du sens. Tu sais, c'est pas... J'ai pas envie d'avoir de CIC rechargeable. Ça viendra probablement à un moment donné. Mais tu sais, on n'est pas obligé d'avoir des RIC ou des contours. L'intra va devenir aussi quelque chose qui est intéressant. Et on va peut-être faire plus d'intra à ce moment-là parce que c'est rechargeable, parce que la personne ne veut pas de contour. Tu sais, je pense que l'avenir de l'intra vient probablement au rechargeable. Donc, c'est une manière de relancer les... Donc, évidemment, le Bluetooth, donc la technologie Bluetooth, de plus en plus, vient avec une connectivité directe. On laisse de plus en plus l'interface de communication. Donc, dans un collier comme chez Phonak, chez Unitron, ou la clip comme ça qu'on va retrouver chez Bernafon, chez Oticon, chez Sonic Innovations. Ce qui est brillant de la part d'Oticon, c'est qu'ils ont fait leur Connect Clip 3 en 1. C'est la connectivité Bluetooth, c'est une télécommande et c'est un microphone déporté. Il n'y a pas personne d'autre qui a refait ça et je trouve que c'est la façon la plus... Le microphone déporté, c'est quelque chose, mettons, chez Phonak, chez Unitron, c'est un accessoire qu'on vend à part. Qui n'est pas donné. Alors que là, c'est tout en un. Donc, oui, le patient va investir pour une télécommande, mais il va investir quand tu la vends. Ça, c'est mon petit côté vendeur. Quand tu la vends, c'est le microphone déporté. Il n'est pas obligé d'avoir une boîte pour la télé. Il peut mettre ça à côté de la télé. Tu vas au resto, tu le passes à ton collègue. Tu vas à une réunion, ça peut être la personne qui fait la conférence qui va le porter. Tu sais, il y a pas... Je trouve que Oticon ont, même si leur technologie c'est quand même très évolué. C'est effectivement, comme tu dis, Amélie, le Streamline Mic, ça c'est chez Signia, donc le microphone déporté. Moi, je te dirais que chez Oticon, c'est quelque chose qui est intéressant et d'autant plus que souvent, si on est capable de faire une télécommande chez nos patients, c'est une SST. Ça vient avec toute cette option-là. Là. Fait que c'est intéressant pour ça. Le Streamline Mic, c'est chez Signia, c'est un accessoire à part d'une petite télécommande.
Mais le Bluetooth vient avec l'interface, donc les prothèses RAMQ, puis je vous dirais que, étant donné que les prothèses RAMQ sont 3-4 générations en arrière de ce qui est sur le marché, quand on va arriver probablement avec des nouvelles générations, la liste de la RAMQ change l'an prochain, en 21. Là, on va peut-être avoir des modèles peut-être déjà avec une connectivité directe. Et évidemment, on a les applications qui sont de plus en plus évoluées, où on est capable de faire énormément de choses. C'est chez Starkey, entre autres, on a prévention de chute. Puis avec leur nouvelle intra rechargeable, on a l'application Find My iPhone puis je ne sais pas si on l'a avec Samsung, là, chercher mon téléphone là, quand tu l'oublies, je sais pas où. Quand il est dans la maison, c'est un peu embêtant, c'est un point rouge à la maison, il fallait sonner. Mais tu es capable de faire la même chose, tu appuies 2 fois sur la prothèse, puis tu dis à la prothèse « Find my phone », puis là, ton téléphone se met à sonner. Fait que là, tu le cherches dans le crack du divan, ou le chien était caché, je ne sais pas où, ou c'est pas dans la litière du chat, parce que le chat est parti avec. C'est plutôt rare. Mais c'est pas où tu l'as oublié. Tu sais, c'est des features, prévention de chute. Tu sais, on voit la nouvelle, tu changes de sujet, la nouvelle... la nouvelle montre Apple. Tu as prévention de chute, rythme cardiaque, électrocardiogramme, et là, tu as la mesure de l'oxygénation du sang. Donc, éventuellement, on risque d'avoir, moi, ce que je pense, bien honnêtement, dans les montres, ben, moi, c'est une 3, je n'ai pas une 6, là, mais ça fait déjà la job pour ce que j'ai besoin pour ma montre. Tu sais, vous savez, ils sortent maintenant, tu n'es pas obligé de te piquer pour ceux qui sont diabétiques. Tu sais, tu es capable d'avoir une espèce de moniteur que éventuellement, tu vas le faire avec ta montre. Je suis convaincu qu'à un moment donné, tu as Apple qui va, même si Apple, ça représente 30% du marché, mais tu sais, c'est 10% des téléphones qui se vendent. C'est une religion d'avoir un iPhone, une Apple Watch, je ne sais pas trop, un iPad et tout ça. Ils se vendent bien plus de Samsung et n'importe quel autre téléphone. Mais tu sais, tu vas retrouver ça. Fait que les applications, pour revenir, j'ai fait un grand détour, c'est que les applications, tu es capable de les contrôler avec ta montre. Oui, tu l'as sur ton téléphone, mais tu l'as avec ta montre. Donc, de contrôler, tu sais, maintenant, on joue sur notre montre ou on joue sur notre téléphone, fait que ça fait la même chose. Donc, l'application, elle est bonne avec ta montre aussi. C'est intéressant. Donc, je vous ai placé là, normalement dans les gammes de prothèses, parce que dans le travail, je vous demande de me sortir les gammes de prothèses. Normalement, tu as 4 niveaux de gamme. Il y a juste Starkey qui en a un petit peu plus, puis Unitron, à un moment donné, ils viennent qu'on a des gammes qui sont, il y en a 7, mais dans la majorité des cas, c'est 4 niveaux de gamme. Tu as l'essentiel, le standard, l'avancier, puis le premium. Si on regarde chez Phonak, par exemple, tu as le 30, le 50, le 70, le 90. Chez Signa, tu as 3, 5, 7. Les autres, ils n'en ont que 3. Chez Starkey, c'est quoi? 2400, 2000, tu as du 1600, puis des fois, tu as du 1200, puis du 1000. Chez Oticon, eux autres, chez Oticon, c'est du... Je me rappelle plus. Tu avais du Pro. Non, Pro, c'était une gamme. En tout cas, c'est pas... D'habitude, tu as 3 ou 4 gammes de prothèses. Donc, on parle de gamme et les algorithmes qui sont affectés. C'est qu'en fin de compte, la prothèse outil a tous les algorithmes à l'intérieur. C'est juste qu'ils ne sont pas actifs. Donc, plus tu montes dans la gamme, c'est la même prothèse. C'est marqué sur la prothèse que le numéro de la prothèse que tu as, puis c'est les algorithmes qui sont activés à l'intérieur. Là, si vous regardez, excusez, si je regarde, dans l'image que je vous ai mise, elle est probablement très petite dans ce que vous avez imprimé. C'était juste pour montrer, en fin de compte, c'était les Odeo B et les Bolero B parce que je n'ai pas trouvé chez les récentes, chez les plus récentes, mais ça nous donne une idée. Il y en a 4. J'ai pris Phonak, j'aurais pu prendre Starkey, j'aurais pu prendre le Signa, il y en a juste 3, j'aurais pu en prendre plusieurs. C'est vraiment pas une. C'est juste pour montrer qu'essentiellement, il y en a 4. Donc, dans la sélection, le choix de modèle doit être un compromis raisonnable entre les besoins établis et les désirs du patient. Guider le patient vers des produits appropriés, bien expliquer les avantages et les inconvénients selon ses besoins, et utiliser des arguments logiques, clairs et appuyés, puis ne jamais sous-estimer les besoins esthétiques du patient. Une chose qui est super importante, il faut également gérer les attentes des patients, surtout lorsqu'ils ont un IMDS qui est faible. Ils vont penser qu'en achetant du haut de gamme, ils vont mieux comprendre la parole. Il n'y a pas pire patient que tu lui vends du haut de gamme, puis il y a des attentes tellement élevées qu'à toutes les semaines, il est dans ton bureau parce qu'il est extrêmement déçu. Donc, rappelez-vous, dans les premières diapos, je vous ai mis du haut de gamme, contour sur tout le monde, Bluetooth, connectivité directe, rechargeable, ça ferait à tout le monde. Notre job, ça serait facile. Ce qui n'est pas le cas.
Parce que les patients ont des attentes. Ah, ils ont toujours un ami qui a un modèle différent qui est ailleurs, puis eux autres, ça marche mieux. Tout le temps. Évidemment, tu ne connais pas le patient, tu ne connais pas son audiogramme, tu ne connais pas. Fait que, tu ne peux pas répondre à ce genre de questions-là parce que ça ne fonctionne pas. Tu n'es pas capable de répondre à ce type de questions-là. Donc, il faut vraiment lui donner le meilleur choix compte tenu de ses besoins. De vendre du haut de gamme à un patient alors qu'il n'en a pas besoin, là, c'est une question d'éthique. Il y a des gens qui ont une éthique qui peut être plus élastique, ça les regarde, mais plus tu vends un produit dispendieux, plus le patient va s'attendre à un service exclusif, disons ça comme ça. Tu sais, tu achètes une Mercedes SLK 500 qui vaut 100 000 $, puis tu achètes une B200 à 32 000 je vais arriver avec ma SLK 500, puis je vais m'attendre à un service plus élevé qu'avec ma B200. Pourtant, j'ai acheté une Mercedes pareille. Tu sais, j'achète une A3 puis j'achète un Q7. C'est pas tout à fait le même type de véhicule. C'est pas chez Audi. Fait que, tu sais, c'est pas. Donc, tu sais, le patient a du Signa, puis il y a du haut de gamme, puis il y a un autre patient qui a vendu de l'entrée de gamme, puis le patient s'attend. Tu sais, il y a ça aussi. C'est pas parce que le patient, tu vas le revoir toute la durée de la vie de sa prothèse, puis tu vas y vendre d'autres prothèses. Tu sais, ça fait presque 30 ans que je suis audioprothésiste. Je sers des patients depuis 29 ans. J'ai des patients depuis, tu sais, qui viennent me voir régulièrement. Puis ça fait 29 ans que je les sers. Ça va faire bientôt 30 ans. On a tous vieilli, on a plus de cheveux gris, on a plus de. Ça fait partie de la vie, là, mais tu sais, ça fait. C'est pas. Fait que ces patients-là, s'ils ont été. Évidemment, s'ils ont été bien servis, ils vont revenir te voir. Mais si tu les as mal servis, ils vont changer de place. Tu sais, s'ils ont des attentes trop élevées, tu n'as pas contrôlé ces attentes-là, tu ne les reverras pas. C'est facile de vendre une prothèse. C'est beaucoup plus difficile de vendre les subséquentes et de revoir ce patient-là. C'est dur de gagner de la clientèle, c'est encore plus dur de la garder. Je vous dis ça, c'est quand même une donnée qui est importante. Gérer les attentes des patients, parce qu'on en a qui sont chialeux, puis que de te débrouiller avec des patients qui sont chialeux, c'est plate. C'est plate parce qu'ils vont avoir des arguments, puis que tu ne seras pas capable de défaire. Et l'argument ultime qui va te détruire va dire « Ah, mais lui, il a été chez telle place, puis il y a ces modèles-là, puis lui, ça fonctionne mieux. » Tu ne connais pas la perte, tu ne connais rien, tu n'as pas. Puis, tu sais, il ne dit pas que c'est un patient CSS. Lui, il ne paye rien, pourquoi moi je paye? C'est comme c'est comme comparer des bananes avec des betteraves. Ça ne marche pas. Là, ça ne se compare pas. Mais comment tu expliques ça au patient? Parce que lui, il est convaincu qu'il a raison. C'est comme expliquer à quelqu'un que la Terre n'est pas plate puis elle est ronde. Ben, c'est un peu. Mais je ne m'embarque pas là-dedans, on ne va pas là, c'est pas assez dangereux. Donc, c'est ça. Important à la sélection, et c'est là que le patient va avoir confiance en toi ou non. Parce que la sélection, elle est primordiale. C'est ton premier contact avec le patient, tu vas le présenter, tu as fait tous tes questionnaires, tu as vraiment, puis tu lui as montré, tu dis, par rapport à vos besoins, ce modèle de prothèse auditive. Si le patient veut du haut de gamme, puis tu lui as présenté, puis dis, moi, c'est ça que je veux. Fine, il a fait un choix, son désir, c'était ça. C'est parfait. Mais tu lui expliques les avantages et les inconvénients. Il n'y a pas que des avantages aux prothèses auditives. Ça ne remplace pas. On dit toujours aux patients, je ne vous donnerai pas des oreilles neuves. Vous n'entendrez pas tout. Quelqu'un qui est normaux-entendant va entendre mieux que vous. Vous n'entendez pas mieux qu'une personne qui a une oreille normale. Donc, dites-vous que les sons que vous entendez, une personne qui a une oreille normale les entend. Et ça fait tellement longtemps que vous n'avez pas entendu le réfrigérateur, le plancher craquer, le micro-ondes, la tasse, la cuillère dans la tasse de café, la page du journal que vous tournez, que vous allez les entendre. Mais tout le monde l'entend. C'est que là, il y a une question d'habitude. Donc, c'est là qu'on parle de l'adaptation. Et c'est là qu'on appuie, c'est là qu'on aide le patient lors de la livraison de la prothèse auditive. On parle d'adaptation auditive qui est super importante. Donc, si le patient n'accepte pas vos propositions, c'est d'avoir toujours un backup. Donc, super important. Là, il nous reste combien de diapos? Je pense qu'il nous en reste pas mal. Hein? C'est pas dans les microphones. Je pense que les microphones, là, il reste 5 minutes au cours. Je ne me rends pas jusqu'à 10 heures. Là, je vais vous laisser du temps pour le cours à Hugues. Là. Donc, la plainte principale rapportée par les patients est la difficulté à comprendre la parole dans les environnements bruyants. J'avais ça en 91 quand j'ai gradué. On a ça en 2020 maintenant, même malgré la technologie qu'on a. Donc, les microphones directionnels augmentent le rapport signal-sur-bruit, le SNR, Signal Noise Ratio, et favorisent l'intelligibilité de la parole. 2 microphones directionnels, donc il y en a un en avant, l'autre à l'arrière,
ou un microphone avec 2 entrées différentes crée un effet de directionnalité. L'indice de directionnalité est en décibels et donne la force de l'effet directionnel et l'amélioration du SNR. Pour chaque fréquence, donc dans les patrons polaires qu'on appelle, donc pour chaque fréquence, on visualise en 3D un diagramme polaire qui reflète l'effet directionnel. Donc, comme on peut voir dans ce type-là, c'est toujours un diagramme polaire, c'est quelque chose qui est à 360 degrés. Et évidemment, là, on va, ça, c'est pas nous autres qui fait ça, évidemment, c'est quand les manufacturiers vont nous parler ils vont toujours nous parler du rapport signal sur bruit, puis ils vont toujours se comparer aux compétiteurs. Ben, nous autres, on est capable de faire ci, nous autres, on est capable de faire ça, puis nous autres, on est capable, ils sont toujours meilleurs que les autres. C'était donc, c'est un changement automatique. Maintenant, dans les prothèses auditives, c'est un changement automatique. Donc, on passe d'un microphone directionnel, donc un diagramme polaire à 360, et là, ça va se moduler selon l'environnement sonore dans lequel on se trouve et où est situé l'interlocuteur et où est situé le bruit. Donc, maintenant, avec la technologie, on passe des différents diagrammes polaires à l'intérieur. Donc, on part d'un diagramme qui est à 360 comme ça. Et évidemment, selon la distance entre les 2 microphones, on va voir une différence au niveau d'aller chercher la parole vers l'avant, d'aller chercher du bruit vers l'arrière, d'avoir une atténuation. Ça a quand même, ça c'était juste c'était un extrait de chez Unitron. Donc, c'était des courbes polaires de microphones hypercardioïdes, mais à 8000 Hz, d'un double microphone qui était espacé entre 5, 12 et 25. Donc, évidemment, plus on a de distance entre les microphones, moins on a d'efficacité. Ça a quand même une influence. Donc, notre microphone directionnel, notre omnidirectionnel, un seul microphone, on n'a pas d'indice de directivité. La ID, c'est l'indice de directivité, c'est 0 décibel. Il n'y en a pas. Ensuite de ça, on a nos microphones cardioïdes, supercardioïdes, hypercardioïdes. Donc, notre indice de directivité augmente. Mais ça, on ne choisit pas. Il y a une chose qui est importante. Je vous parle des microphones. On a des canons. Celui-là, canon, là, on va le retrouver sur scène. Donc, les chanteurs, les humoristes, les gens qui font des prestations sur scène, on va trouver des types de microphones shotgun, vraiment comme ça. C'est pour pas qu'il y ait d'interférence sur les côtés. Et on va avoir par la suite nos dipôles, donc en 8 ou bidirectionnel. Ça aussi, ça va être adapté pour la scène. Dites-vous que vous ne choisissez jamais un microphone directionnel dans la prothèse auditive. Vous commandez la prothèse et les schémas polaires sont imposés par le manufacturier. C'est important de savoir c'est quoi un microphone cardioïde, hypercardioïde, supercardioïde, parce qu'on a un indice de directivité, mais les manufacturiers vont utiliser cette configuration polaire-là pour augmenter le rapport signal sur bruit avec les différents algorithmes qu'on va voir quand on va revenir de la relance. Donc, avec les algorithmes, on va aller chercher de la directivité. Pour faire quoi? Ça a un seul but, c'est d'augmenter la compréhension de la parole ou la captation de la parole par rapport au bruit. On se bat contre le bruit on se bat contre 2 choses en prothèse auditive, contre le cérumen et contre le bruit. Dans nos bureaux, le patient dit « Monsieur Pelletier, si vous me parliez toujours comme ça, j'aurais pas besoin de prothèse auditive. 1, j'aurais pas de job. Mais 2, c'est parce que mon bureau est insonorisé, il n'y a qu'une seule personne qui parle. Je parle plus fort que la normale parce que j'ai une bonne voix, vous avez une surdité. » On est dans les conditions idéales. Puis je dis à mes patients, vous ne restez pas dans mon bureau. Dans votre appartement, c'est plus éco. Vous avez votre mari, vous avez votre conjoint, vous avez votre blonde, votre chum, whatever. Vous avez vos 8 chats, vous avez vos 14 perruches, je ne sais pas. Si on a des poissons, c'est moins pire. Hein, donc, c'est pour ça. C'est important de savoir qu'il y a des microphones directionnels parce que les manufacturiers nous en parlent tout le temps. Les microphones directionnels favorisent l'intelligibilité de la parole si le malentendant fait face à son interlocuteur, azimut 0, puis que le bruit, donc la source de bruit dérangeante, est en arrière, azimut 180. C'est sûr que je place mon interlocuteur devant, puis je place le bruit derrière, c'est sûr que je vais avoir une meilleure efficacité. On le fait avec nos propres oreilles. Je ne me place pas où il y a du bruit en même temps, donc on va favoriser ça. Mais avec les différents algorithmes, je suis capable d'aller chercher de la parole sur le côté, je suis capable d'avoir des réducteurs de bruit qui sont beaucoup plus performants. Il y a ça aussi. Une augmentation du rapport signal sur bruit de 3 à 5 décibels augmente l'intelligibilité de la parole dans le bruit de 20 à 25 %, ce qui est énorme. Donc, un SNR de 3 à 5 décibels
on a une énorme efficacité et la majorité des manufacturiers se servent de cette donnée-là. Moi, j'ai 4.2, j'ai 4.8, ce qui fait que, puis même, on est capable d'avoir, avec les microphones directionnels, avec les différents algorithmes de bruit, parce que là, ils nous présentent leur algorithme de bruit, qu'on peut avoir un signal, un rapport signal sur bruit négatif, donc le bruit est plus fort que la parole. Il y en a qui peuvent descendre jusqu'à 5 décibels. Donc, pour prouver l'efficacité de leur réducteur de bruit, on va avoir un SMR négatif. Donc, pour montrer que leur prothèse est super efficace, Phonak, c'est ce qu'ils nous ont dit d'ailleurs. Quand ils se comparent à d'autres, j'ai toujours un peu de misère, surtout qu'ils ne mettent jamais c'est qui. Ils disent notre prothèse A, puis le compétiteur B, C, D nous dit jamais c'est qui. J'ai toujours un peu de misère à les croire. Tu sais, compare ça avec leur ancienne génération, c'est qui le compétiteur B, C, D? J'ai toujours un petit peu de misère. Les avantages des microphones directionnels. Compréhension de la parole améliorée, évidemment, si la parole est en avant, le bruit est à l'arrière. La parole est plus claire, la qualité sonore est augmentée, puis les bruits sont moins dérangeants. Inconvénients. La provenance du bruit de la parole. J'ai du bruit, j'ai de la parole en avant, ça va être difficile. Réverbération. La personne est à 100 mètres de moi, je veux bien, mais ça ne couvre pas la distance. Les modèles de prothèses auditives, quand je suis dans l'entrée de gamme, le haut de gamme, il va y avoir une différence. Les vents, c'est si j'ai un open, comme on disait Patrice, un open ear, j'ai beaucoup de bruit naturel qui rentre, je ne serai pas efficace. Là. Je vais avoir, ma directivité, elle ne sera pas super efficace parce que j'ai trop de bruit qui rentre à l'intérieur de l'oreille. L'espacement des microphones, si j'ai un immense espacement, je vais perdre de l'efficacité. Je dis immense. On s'entend, là, c'est en millimètres, là, mais comme juste la photo que je vous avais montrée. L'effet d'écran de la tête du corps. Donc, j'ai une seule prothèse, puis la parole vient de ce côté-là. Je n'ai pas de bicross, je n'ai pas de deuxième prothèse, donc j'ai cet effet-là. L'orientation des microphones a une incidence. L'orientation des microphones, je vais vous donner un exemple très simple. Puis je pense qu'on va finir là-dessus. Attendez un petit peu. C'est que l'orientation, c'est qu'avec le contour d'oreille, c'est que je n'ai pas une orientation, qui est idéale comme ça, qui est avant-arrière. J'ai plutôt haut et bas, fait que c'est un peu plus complexe. Asymétrie omnidirectionnelle. Directionnelle, c'est moins vrai avec la communication interorale, mais j'ai une prothèse qui est directionnelle, puis j'ai une prothèse qui est omnidirectionnelle. C'est comme pas très pratique. La surdité, plus j'ai une surdité importante. Évidemment, chez les enfants préscolaires et scolaires, il y a quand même une incidence. Donc, les enfants préscolaires, avant 5 ans, on ne met pas de microphone directionnel, mais quand ils sont à l'école, est-ce que j'en mets? Ça peut avoir une incidence. Nos patients âgés, évidemment, les problèmes cognitifs, je vais avoir des prothèses haut de gamme, ça va avoir une influence. Et le vent va avoir une influence qui est quand même importante. Je veux juste voir quelque chose. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? L'inclinaison, le microphone directionnel. Ouais, il nous en reste pas mal à voir. On va arrêter ici, parce que là, vous avez un autre cours quand même. On va arrêter ici aux inconvénients et on reprendra. De toute façon, on va faire les algorithmes sur 2 cours. Fait qu'on finira avec les microphones, l'effet d'onde de la tête. Là, il y a quand même une incidence à ce niveau-là. C'était 2 images que je voulais vous montrer parce que ça a quand même une incidence. L'inclinaison, je viens de vous en parler, mais on va les revoir. La directionnalité adaptative, ça a quand même ça, il faut que je vous en parle plus en approfondi. La directionnalité adaptative aussi, quand on a du bruit de côté, derrière, quand la personne est assise à côté de nous. Quand on parle de la directionnalité adaptative, c'est la même chose. La dynamique des microphones, bon, je vous dirais qu'on va le faire, on va revenir sur ça. Ça ne fait pas partie de l'examen, j'en ai parlé, mais on arrête au désavantage des microphones directionnels, d'accord? Il n'y aura pas de questions là-dessus. On va y revenir aux algorithmes. Puis les algorithmes, c'est en venant de la relance. Les algorithmes, on va finir les microphones. Les algorithmes, on va les séparer en 2. Ils sont tous dans une fiche, dans un fichier, mais on va le faire en 2 parce qu'il y a quand même beaucoup de stock dessus. Donc, on va plutôt le faire en 2. Puis, par la suite, comme je vous ai dit, on fera le travail. On repoussera le travail mi-novembre, peut-être 3e de novembre. Fait que stressez-vous pas là, pour le 21 octobre, c'est trop de bonheur. Il faut voir les algorithmes avant. Question? Non? Ça va? Sarah, je voudrais que tu restes en ligne 2 petites minutes. Pour les autres, vous avez un cours avec Hugues, fait que dans quelques minutes. Fait que je vous dis salut, puis on se voit la semaine prochaine, l'examen. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les moi. Je vais y répondre cette semaine, pas de problème. C'est à livre ouvert, vous avez le droit à vos notes. Pour le service adapté, 7 heures, je vais être présent.
Je vais être là comme un seul homme, puis l'examen, vous allez avoir accès Word, vous répondez, peu importe, c'est pas, puis vous le remettez dans la boîte de dépôt. Je vais arranger ça cette semaine. C'est bon? Si vous avez des questions cette semaine, appelez-moi. Patrick, je tu vous peux mettre les exemples que tu as dans combien de tantôt? Oui, je vais le faire tantôt. Je vais le faire tout de suite qu'on finit, je fais ça. Salut tout le monde!